Non, c'est bon, c'est parfait. Tu la connais d'où? Bon. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez au fond? Parfait. Donc merci d'être là. Merci à nos invités d'avoir répondu présentes et présents. Merci à la Maison du Développement Durable également pour nous accueillir. Merci à David d'avoir soutenu notre événement. Merci à l'équipe Canada également d'avoir su coordonner les opérations entre la France et ici. Donc, on est là pour parler égalité. On est là pour parler d'un sujet passionnant. J'espère que vous serez contents du résultat. L'événement va se dérouler en 2 temps. On va d'abord procéder à un débat entre nos 3 invités que Alexia et moi-même, Claire, on va modérer. Ça va durer 40 minutes. Et ensuite, on poursuivra avec une période de questions d'également 40 minutes pendant laquelle on abordera d'abord les questions qui ont été posées via un typeform qu'on a mis en ligne il y a quelques jours pour que les gens posent leurs questions. Et ensuite, le public pourra poser ses questions librement. On reviendra sur les modalités de la période de questions à la fin du débat. Donc, Alexia, je te laisse enchaîner. Donc, bonjour à tous les 3. Bonjour. Si jamais vous pouviez vous présenter à tour de rôle, donc présentation succincte et puis les raisons qui vous poussent à être ici, qui vous poussent à accorder de l'importance au sujet de l'égalité. Je suis Sandra Muller, j'ai créé en France un hashtag qui s'appelle Balance ton porc sur un coup de colère au départ, sur même une blague. Et il se trouve que je l'ai créé un vendredi 13. Et plutôt qu'une blague, c'est devenu un mouvement international, puisque MeToo a été créé 2 jours après. Il a été fédérateur, rassembleur et international, avec les conséquences qu'on connaît. Au départ, je ne suis pas militante, je ne suis pas féministe. Ce sont des termes, non, pas du tout. Je me suis. Tu l'es devenue. Je suis devenue black féministe à la limite, parce que j'aime bien le féminisme intersectionnel et pas que de CSP++. Oui, je suis devenue, disons que je vivais dans une famille matriarcale sur 3 générations et que je ne voyais pas le problème, j'avais pas de place à prendre puisque nous on l'a toujours eu. Donc c'est pour ça que j'étais pas forcément féministe parce que j'avais pas besoin de lutter contre le patriarcat. Et au fur et à mesure de l'ampleur qu'a pris le phénomène, j'ai décidé de m'investir d'être porte-parole de toutes ces victimes qui m'ont parlé. J'en ai eu beaucoup, j'ai eu 853 000 messages sur les réseaux sociaux en 6 mois. Voilà. Bonjour, moi c'est Caroline Petzi. Alors moi je suis libano-franco-canadienne. Quel cocktail. Voilà, explosif. Je suis présidente fondatrice de la gouvernance au féminin depuis 2010. En fait, moi j'avais une carrière très ascendante dans le monde corporatif. J'ai occupé des postes clés dans de grosses sociétés jusqu'à vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada, que j'ai quitté il y a 1 an pour me dédier entièrement à la gouvernance au féminin. Donc l'objectif de l'organisme est de propulser les femmes. On offre du mentorat, de la formation en gouvernance, des événements majeurs. On a reçu Hillary Clinton, entre autres. Et on travaille de concert également avec les entreprises pour faire modifier des politiques, des procédures, etc. pour permettre aux femmes de progresser sans plafond de verre ni plancher collant. Alors, je suis féministe et fière de l'être. Moi, je suis Roland Lescure, je suis député des Français d'Amérique du Nord. J'ai vécu à Montréal pendant les 8 dernières années, avant, il y a à peu près 1 an, de changer complètement de vie. Donc moi aussi, j'ai quitté mon boulot. Et pour me lancer dans la politique, faire la campagne d'Emmanuel Macron ici, puis ensuite être élu. Et je dirige depuis la Commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale. Je suis très heureux de voir la parité respectée comme ça. C'est rare. Il y a maintenant un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, qui fait qu'un certain nombre de parlementaires, notamment en France, et de politiques un peu partout dans le monde, refusent désormais d'intervenir sur des panels quand il n'y a pas au moins une femme. Dès qu'il y a 3 intervenants,
Je suis content de voir que là, on a fait du jamais sans lui, parce que un peu plus, il n'y avait pas de garçon. Non, mais il manquait des tabourets, en fait. Et blague à part, on les avait, mais... blague à part, je pense que ça n'aurait pas été possible il y a quelques années. On a tous en tête ces fameuses images où congrès mondial du féminisme, et il n'y a que des gars sur scène en costume, en cravate. Donc je pense qu'on est à un moment tournant, que ce qui s'est passé autour de Balance ton corps, MeToo, a à la fois signifié ce tournant et montrer que la parole des femmes pouvait se libérer de manière assez violente, il faut le dire, mais aussi du coup assez efficace, et que ça accompagne, je pense, une lame de fond dans les entreprises. Caroline fait partie des gens que moi j'admire, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger ces dernières années, parce qu'à la Caisse, on essayait d'introduire plus de femmes, à la fois dans la gouvernance, mais aussi dans tous les niveaux d'encadrement, et dans la politique. Et je suis très fier de participer aujourd'hui à un mouvement qui, en France, a féminisé le Parlement comme ça n'a jamais été le cas précédemment, mis en place un gouvernement paritaire qui est vraiment un gouvernement paritaire, qui n'est pas un gouvernement comme ça a été le cas dans le passé où il y avait quelques cautions qui étaient là pour faire image, mais véritablement un gouvernement paritaire d'experts, de professionnels qui sont des hommes ou des femmes, et qui sont avant tout là parce qu'ils sont compétents. Et donc je participe à ce mouvement avec beaucoup de plaisir et je suis très heureux d'être ici ce soir pour parler de tout ça. Merci. Monsieur le député, vous parlez justement d'un moment clé, d'un tournant. Et le 17 avril dernier, le Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, s'est rendu à l'Assemblée nationale en France et a déclaré devant les députés que l'égalité homme-femme, l'égalité des sexes serait le sujet transversal du G7 qui se tient les prochains jours à Charlevoix, ici même au Québec. Et donc c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'organiser cet événement. Et donc si on vous a invité notamment, c'est parce que vous avez à la fois une expérience française et à la fois une expérience canadienne, tous les trois. Et donc on voudrait savoir en fait quelles sont les différences que vous avez pu noter, que ce soit en politique ou dans votre milieu social ou dans le journalisme pour vous, Sandra, ou en entreprise, entre la France et le Canada et l'Amérique du Nord pour Sandra qui vit aux États-Unis. Oui, moi je vais pas, justement j'ai des spécialistes du Québec qui sont là. En revanche, j'ai oublié de dire que je dirige un journal qui s'appelle La Lettre de l'Audiovisuel depuis 18 ans, qui est en fait l'équivalent de Variety. Donc mon travail c'est d'aller souvent interviewer des gens. Et justement j'ai rencontré Justine Trudeau lors de Justine. Ah, bah oui, moi je dis Justine, je viens des États-Unis. Avant qu'il arrive à Paris. On dit pas Justin, aux États-Unis on dit Justine. On dit Justin. Voilà. Personne ne dit Justine. Justin ou Justin. Bon, bah, je suis pas trop là. Vous l'appelez comme vous voulez, mais moi je continuerai à l'appeler Justine. C'est très joli, ça me va bien, comme Bieber. Et en fait, donc je l'ai interrogé à l'Assemblée Générale de l'ONU à laquelle il va, et il m'avait parlé d'une loi sur l'égalité salariale. Donc je ne sais pas du tout si vous êtes au courant et où l'on est, moi j'en sais rien. En tout cas, je ne peux pas m'exprimer par rapport à... Mais en tout cas, j'ai pas, dans le pays où j'habite, même si je suis française, qui est aux États-Unis, je ne crois pas avoir vu d'initiative équivalente de Donald Trump. En fait, voilà. Donc je pense qu'on est assez en avance et en France et au Québec sur ce volet-là. Et je voulais aussi ajouter quand même dans la fierté qu'il peut y avoir, j'ai eu l'honneur d'être considérée comme héros par Monsieur Macron il y a à peu près au mois de décembre. Et surtout on a fait plus que du féminisme, et c'est ça que je voulais dire. Je fais partie des personnalités, des personnes of the year du Time Magazine. Et dans ce dossier, si certaines personnes l'ont lu, on ne parle pas vraiment de féminisme, on parle de silence breaker. Il y a des hommes, il n'y a pas que des femmes, il y a 2 hommes. Et c'est un mouvement vraiment, pour moi, de prise de parole en général. Et ça concerne, comme je disais, c'est vraiment intergénérationnel. C'est intersectionnel. On n'est pas là pour défendre uniquement ce que je disais du CSP+. Je suis aussi là, moi, pour m'exprimer. Je suis d'origine noire, indienne, donc asiatique. J'ai un nom allemand et j'ai toutes les religions dans ma famille. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment ouvrir mon opinion et inclure l'entreprise, mais je voudrais aussi qu'on pense un peu à la caissière, à l'agricultrice, à des femmes qui ne sont pas des femmes de pouvoir et qui ont besoin aussi de trouver une voie. Voilà. Bon, alors oui, moi écoutez, effectivement je peux intervenir sur la question des différences entre la France et le Canada
parce que j'ai fait beaucoup de travaux avec la France. J'ai fondé le International Women's Forum à Paris. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec Marie-Jo Zimmermann, la députée qui a coécrit la loi des quotas, la loi Copé-Zimmermann, qui d'ailleurs m'avait reçue à l'Assemblée nationale à Paris en 2015 et que j'ai reçue ici à Montréal à notre gala du mois de septembre de l'année dernière. Et donc, en fait, cette fameuse loi des quotas a eu un impact énorme en France, c'est-à-dire que ça prévoyait 20% de femmes dans les conseils d'administration pour 2014 et 40% de femmes pour 2017. Objectif atteint. Alors, si on recule et qu'on voit en 2010, à l'époque où j'avais fondé la gouvernance au féminin, où ces questions étaient un petit peu moins centrales, au Canada, on avait 12% de femmes dans les conseils, en France aussi. On regarde aujourd'hui. En France, avec la loi des quotas, donc on a atteint ces fameux 40% de femmes dans les conseils. Et au Canada, je vous le donne en mille, on est à combien de femmes dans les conseils au Canada? En France, on est à 40. Au Canada, on est à 20. Ben, vous n'êtes pas loin, je vous trouve très pessimiste, mais vous avez raison. On est à 14% de femmes dans les conseils d'administration au Canada. Tout simplement parce qu'il y a cette espèce de suffisance où on croit que tout va se faire de manière naturelle, on n'a pas besoin de bousculer, et il y a cette attitude très nord-américaine qui est pour la libre entreprise. Donc, moi j'ai eu aussi plusieurs rencontres avec Justin, et je lui ai signifié mon souhait de voir une loi des quotas. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. La loi qui a été votée récemment, la loi C25, elle prévoit une divulgation. Donc, on va dire que au sein de l'entreprise, voilà ce qu'on a mis en place pour avoir plus de femmes, les mécanismes de rotation du conseil d'administration, le recrutement, etc. Et au Sénat, les sénateurs ont demandé qu'on puisse modifier cette loi de manière à demander aux entreprises cotées en bourse d'établir des objectifs. Donc de tout simplement dire, aujourd'hui, on a très peu de femmes, on a peut-être 14% de femmes, mais on voudrait que pour 2020, on ait 20%, pour 2030, etc. Bon, chaque entreprise s'auto-établit ses propres objectifs basés sur son expérience, sur son industrie, sur sa capacité à attirer des femmes. Et figurez-vous qu'à peut-être un jour ou deux de la Journée internationale de la femme, donc pour ajouter un peu à l'insulte, eh bien, c'est pas passé. Donc les sénateurs, surtout les sénateurs conservateurs en tête, ont rejeté ça. C'était très juste comme rejet. Mais pour vous donner une idée de l'impact que ça aurait pu avoir, les entreprises du Canada cotées en bourse qui établissent des objectifs ont en moyenne 26% de femmes dans leur CA. Donc ça veut dire que même si on leur demande tout simplement de eux-mêmes s'établir des objectifs, ça aurait pu faire bouger l'aiguille. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est essentiel quand on compare la France et le Canada et qu'on a l'impression que la France est un pays très macho, que les femmes ne sont pas bien traitées, c'est l'impression des gens ici. Parce que moi je me fais souvent dire ça. Écoutez, dans les faits, il y a des politiques qui sont mises en place pour permettre aux femmes de progresser et ça marche. Alors qu'ici, on est dans la légalité un petit peu, dans mon sens, un petit peu... oui, voilà, rêvé, virtuel, on en parle, etc. Donc, pour qu'il y ait une vraie égalité, en mon sens, c'est à tous les niveaux. C'est pas dans les niveaux au niveau des postes d'entrée, mais c'est jusqu'à la haute direction. Mais est-ce qu'ils sont appliqués en France? Alors ouais, c'est ça. Moi, je voudrais ajouter quelque chose que c'est très important parce que en France, on voit bien la différence culturelle, quoi. En France, on adore, je le vois parce que j'y passe mes jours et mes nuits maintenant, passer des lois, voter des lois. Et au Canada, on privilégie plutôt, common law, peu de lois, mais des comportements. Et moi, la réalité de mon expérience des deux côtés de l'Atlantique, ce qu'on appelle la common law, c'est-à-dire on fait beaucoup moins de lois, mais on incite les gouvernements et les comportements, plutôt on incite les comportements privés, en donnant des objectifs, en étant plutôt dans ce qu'on appelle le soft. Et la réalité, moi, de mon expérience, c'est que sur ce sujet-là, il faut les deux. C'est-à-dire que pendant des années, en France, la loi, par exemple, édictait qu'à travail égal, salaire égal. Ça fait plus de 30 ans qu'en France, en théorie, dans la loi, les femmes et les hommes doivent être payés la même chose au même travail. Et la réalité, c'est que c'est pas vrai. Quand on regarde les chiffres, les écarts de salaire entre hommes et femmes, c'est à peu près 20%. Et à poste équivalent, c'est-à-dire que souvent on dit que les femmes sont moins bien payées parce qu'elles sont en général moins qualifiées, elles sont en général moins haut dans les hiérarchies. Même à poste équivalent, il y a un écart de 8%. Donc la réalité, c'est qu'en France, on
on fait souvent des lois, maintenant il faut les appliquer. Et au Canada, on aurait peut-être besoin d'un peu plus de lois pour s'assurer qu'on les applique, parce qu'ici, en revanche, quand les lois sont là, on les applique. Et donc la réalité, c'est que pour changer de manière aussi fondamentale des siècles, parce que là on parle de siècles, de culture, d'habitude et de règles, je pense qu'il faut les deux. En France, on a voté une loi sur les violences sexistes, on est en train de travailler une loi pour assurer justement l'égalité salariale, en utilisant notamment ce que tu disais, le name and shame, c'est-à-dire qu'il va falloir publier et communiquer sur les écarts de salaire au sein des entreprises. Et je pense qu'on a vraiment besoin des deux. Tu le disais sur les quotas. Au Québec, par exemple, les entreprises publiques sont censées avoir à peu près 50% de femmes sur leur conseil. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu à la caisse. Ça fait la différence. Absolument, mais c'est parce qu'il y a une loi. Au Québec, il y a une loi qui régit la gouvernance des sociétés d'État. Donc il y a 23 sociétés d'État, comme si vous voulez Hydro-Québec, SAQ, donc comme ce serait EDF, il n'y a pas SAQ en France, mais non. Bref, donc les sociétés d'État, elles, dès que cette loi a été votée il y a plus d'une dizaine d'années sous le gouvernement Charest, en 5 ans, on est passé de 27% de femmes à 51% de femmes. Donc la preuve que ça fonctionne. Et puis oui, il y a 40% de femmes dans les CA, c'est mesuré. Il y a 40% de femmes dans les conseils d'administration en France et il y a quand même des pénalités très, très sévères qui sont prévues en France. C'est-à-dire que retirer les jetons des administrateurs, parler plus fort. C'est rare qu'on me demande de parler plus fort. D'accord. On peut utiliser. Vous n'entendez pas au fond. Il faut le dire, hein. Ah bah non, mais c'est intéressant ce que je dis. Il faut me dire si vous n'entendez pas. Donc, comment? Vous voulez qu'on approche peut-être si on met... Est-ce que vous voulez qu'on parle au micro? Ça serait mieux. Bon, allez. Ah ouais. Oui, peut-être si on met le micro au milieu, comme ça projette pas. Pas tellement. Ça projette pas assez. D'accord. Donc, ce que je disais... Tu disais les quotas en France, ça marche, 40%. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai perdu mon train de pensée. Oui, en fait, tout ça pour dire que tous les pays qui ont légiféré sur la question, l'impact a été là. Si on regarde les pays nordiques qui ont été les premiers, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc., ils ont tous réussi à atteindre ça très très rapidement. Donc ici au Québec, c'est sous Jean Charest qu'on a eu cette loi-là. Et l'Ontario a décidé également d'emboîter le pas. Donc ils vont également avoir une loi de gouvernance des sociétés d'État. Mais encore une fois, on parle des sociétés d'État. Si c'est une vingtaine d'entreprises ou de sociétés par province, ça ne va pas avancer. Maintenant, j'ai un autre quiz pour vous. Combien d'entreprises cotées en bourse au Canada n'ont pas une seule femme en pourcentage, n'ont pas une seule femme? On n'est pas en train de se demander est-ce qu'ils ont la parité, est-ce qu'ils sont à 20, 30, 40, 50% de femmes. Combien de sociétés n'ont pas une seule femme autour de la table? Donc ça veut dire qu'il y a des Roland fois 8, 12, 21, uniquement. Combien de pourcentage? Il y a 10%, il y a 30%, il y a 60%? Allez, balancez un chiffre. 56. Mais là, vous me voyez venir, c'est ça le problème. Moi, venir à la balance des chiffres et tout, très pessimiste, mais vous avez raison. 45% des entreprises cotées en bourse au Canada n'ont même pas une femme. Alors franchement, il y a une certaine hypocrisie. Hein. Vous parliez de quotas, vous avez mentionné les pays d'Europe du Nord, j'aurais une question là-dessus. En Suède notamment, il y a eu beaucoup de quotas mis en place dans les années 80, au moment où les femmes arrivaient sur le marché du travail. Le fait est que ça a genré les emplois et que les femmes se retrouvent bloquées dans certaines catégories d'emplois à cause de ces mêmes quotas qui les a portées au travail. Vous pouvez définir ça? Pourquoi ça les a genrés, le fait qu'il y ait des quotas? Parce que les quotas sont pour les conseils d'administration. Je ne parlais pas uniquement des conseils d'administration, mais mettons, dans la fonction publique, on a dit on va mettre tant de femmes, puis finalement les femmes sont uniquement dans la fonction publique et pas dans le secteur privé. Ça, moi, juste effectivement... Ah, merci madame. Juste effectivement, il y a une étude qui a été faite là-dessus, dans les 3/4 des cas. Il y a eu une loi en 2013, c'est ça, vous faites allusion à la loi, je pense, par exemple sur la parité dans les conseils départementaux. On s'est aperçu que avant, la plupart du temps, elles étaient suppléantes, et on s'est aperçu que dans la fonction publique, effectivement, les femmes souvent occupent des fonctions dans les affaires sociales, les familles, l'enfance, la culture, c'est ça.
Et en général, non, pas dans les pays nordiques, en France, mais je parle de la France, depuis les quotas en France, et que les hommes, c'est plutôt dans les transports, le développement économique et les finances. Donc je parle juste de l'exemple français. En revanche, je ne peux pas répondre sur le Scandinavie, mais c'est effectivement un problème. Non, vas-y. Je complète. En fait, je ne pense pas sincèrement que ce soit un problème de quota qui est créé. Le fait que certains rôles, certaines fonctions soient genrées, si vous voulez utiliser ce terme-là. Je pense que c'est beaucoup plus traditionnel que ça. Par exemple, tout ce qui est soutien aux personnes âgées, infirmières, s'occuper des enfants, etc., ça a été traditionnellement féminin, tout simplement parce que c'est un petit peu comme ça qu'on a été élevé. Donc, ce que ça signifie, c'est que le travail doit être fait en amont, auprès des parents, auprès des éducateurs, dans les écoles, etc. Pour, par exemple, on se plaint, il n'y a pas de femmes en STEM. En STEM, c'est Science, Technology, etc. Tout ce qui est maths et tout ce qui est sciences. Donc, il n'y a pas assez de femmes. Oui, mais c'est un peu tard de s'adresser à des femmes qui ont 40 ans, qui sont dans le milieu des affaires, et de dire est-ce que l'intelligence artificielle, tu es à l'aise avec ça? Si on prend le temps d'aller voir des jeunes, d'ailleurs Ubisoft, qui est une des entreprises certifiées parité par la gouvernance au féminin, non pas parce qu'ils ont la parité, ils ne l'ont pas, mais ils ont mis beaucoup, voilà, ils y travaillent très fort, ils ont mis en place beaucoup d'initiatives pour faire un changement au sein d'Ubisoft, mais également ils vont dans les écoles, ils parlent aux jeunes filles pour leur expliquer que c'est un cursus d'éducation qu'elles devraient choisir, qu'elles pourraient y trouver leur avenir aussi. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, j'ai fait une entrevue à Toronto d'une femme assez exceptionnelle qui s'appelle Joanne Lipman, qui est l'ancienne éditrice en chef de USA Today. Alors elle avait, vous la connaissez peut-être, alors elle était la patronne, le Chief Content Officer de Gannett. Donc 10% des journalistes des États-Unis se rapportaient à cette femme-là. Et elle a écrit un livre qui s'appelle That's What She Said, qui est un livre justement sur l'égalité des genres. Et elle a fait le tour des Facebook, des Google, des Amazon, etc. Elle est allée à Silicon Valley. Et elle raconte un truc très rigolo où elle parle des efforts de Facebook, Google pour attirer les femmes. Et quand elle est allée visiter, elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait l'impression d'être dans la chambre à coucher d'un garçon de 11 ans, avec Star Wars, avec tous les jeux très garçons. Et elle s'était demandé comment est-ce qu'une fille se sentait dans ce genre d'environnement-là. Mais elle a poussé aussi le raisonnement plus loin en se demandant comment un garçon réagirait s'il était embauché dans une entreprise où il y avait Barbie et que les murs étaient roses et qu'on jouait à la poupée. Donc il faut avoir ce mindset d'inclusion au-delà de juste en parler. Des fois, c'est des choses qui frappent l'imaginaire comme ça sur lesquelles il faut travailler. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais je vais passer le micro à Rolf. Je voulais juste réorienter peut-être. J'aurais une question pour vous, monsieur Lescure. Vous avez fait partie d'une petite révolution, en fait, de renouvellement de l'Assemblée nationale. Et pour contextualiser un peu, Emmanuel Macron a émis, dès le début de sa campagne, le souhait de, s'il avait la majorité à l'Assemblée nationale, d'avoir un groupe parlementaire paritaire. Quand il a lancé son appel à candidature, il n'a pas réussi. Il a obtenu qu'une vingtaine, 15% de femmes dans les candidatures, c'est-à-dire à peu près le même nombre de parlementaires femmes qu'on avait à l'Assemblée nationale avant les élections de 2017. Et il a relancé un appel en demandant aux femmes de s'investir. Et il a finalement réussi à obtenir 52% de candidatures féminines, il me semble. 47% au début, ouais. C'est ça. Et donc, ça fait partie du projet de La République En Marche et d'Emmanuel Macron d'obtenir la parité à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Pourquoi, en fait, faut-il la parité en politique, monsieur Lescure? Alors, d'abord, il y a plein de choses intéressantes qu'on a dites, donc je voudrais compléter à partir de l'exemple qu'on donne aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une loi, ou est-ce qu'il faut des comportements, ou est-ce qu'il faut prendre des choses à la racine? En fait, il faut tout ça. C'est vraiment un changement profond qu'on doit mettre en place, qui commence par l'éducation. Ce que Caroline a dit de Facebook, c'est essentiel. Nous, on travaille beaucoup avec des gens de Stanford, en Californie, qui essayent de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes en technologie. Et donc, du coup, qu'il y ait plus de femmes dans les études de technologie. Mais ce n'est pas seulement les posters de Star Wars. C'est qu'aujourd'hui, quand on étudie le coding aux États-Unis, en France ou partout ailleurs, on l'étudie beaucoup via les jeux électroniques.
il y a les jeux vidéo, qui eux-mêmes, en général, reproduisent un univers très masculin, très garçon, très combattant. Donc il y a toute une révolution à faire culturelle autour de ce que c'est que l'interaction avec les métiers de demain pour des femmes qui ne sont pas seulement, comme tu disais, des assistantes de santé, des assistantes hospitalières ou autres. Je pense que dans l'état d'esprit des gens, ça a changé, mais dans la réalité des comportements, pas forcément. Et typiquement, l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur l'élection parlementaire l'année dernière en France, c'est typique. En fait, la parité en politique en France, elle existe depuis 15 ans ou 10 ans. Il y a une loi qui a été passée, qui est tous les partis politiques doivent présenter 50% de femmes, 50% d'hommes aux élections, à défaut de quoi ils payent une amende. Le résultat, c'est que tous les partis ou presque payaient une amende. Et Emmanuel Macron, parce qu'il croit à la diversité, pour répondre à votre question de manière très concrète, c'est pas juste la parité qui est importante, c'est la diversité. C'est la diversité des points de vue, la diversité des cultures, la diversité des approches. Et pour ceux qui ont travaillé avec des hommes et des femmes dans une entreprise, on sait bien que le comportement interpersonnel, et à la limite je me fous de savoir si c'est inné ou acquis, le comportement interpersonnel de femmes dans une réunion est très différent. Par exemple, on est en train de le voir, les femmes ne s'interrompent pas. C'est-à-dire, ça fait 20 minutes qu'on parle, je pense que personne... Bah, si on avait un micro chacune, peut-être. Bon. Mais ça, c'est typique. Les hommes, en général, ils s'interrompent dans les réunions, beaucoup. Bon, peu importe. Donc, il y a plein de comportements comme ça qui ont été très bien étudiés, d'ailleurs, par les scientifiques, qui montrent qu'il y a des biais de comportement différents et qu'avoir des femmes dans une salle, ça juste introduit plus de diversité, de points de vue, d'approche, et du coup, plus de créativité. Alors, pourquoi la parité en politique et comment on l'a fait? Emmanuel Macron, il a fait ce qu'on appelle la grande marche. C'est-à-dire, quand il a lancé son mouvement En Marche, il s'est dit, plutôt que d'arriver avec un programme, je vais faire une grande enquête auprès des Français pour savoir ce qui les intéresse. Et donc, l'Europe, l'économie, le marché du travail, etc. Et donc, il y a des milliers de marcheurs qui sont allés cogner aux portes et qui ont demandé aux Français, qu'est-ce qui vous intéresse? Et en fait, l'égalité femmes-hommes, c'est un des thèmes qui est remonté le plus spontanément, alors qu'il n'était pas du tout sur les radars. Et on a réalisé avec la Grande Marche que l'égalité femmes-hommes, c'était un vrai sujet en France, c'était un vrai sujet d'inquiétude, et qu'il fallait qu'on y réponde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de présenter 50% de femmes éligibles, pas juste 50% de femmes en moyenne, aux élections parlementaires. Et là, il fait son appel à candidature, et comme tu l'as dit, des milliers de candidats, 15% de femmes. Et il a dû faire une vidéo qui est devenue virale, que je vous engage à regarder, qui est assez intéressante, où justement, il adressait tous ces biais de comportement qu'on a l'habitude d'utiliser, d'effectuer sans forcément s'en rendre compte. Et notamment le fait que les femmes elles-mêmes s'auto-censuraient. N'osaient pas y aller en se disant, faut que j'en parle à mon mari, il ne va pas être content, peut-être qu'il va devoir arrêter de bosser, peut-être qu'il va devoir... Et la réalité, c'est qu'avec cette vidéo, je vous engage vraiment à voir, c'est une vidéo qui est sortie en janvier ou février de l'année dernière, qui durait quelques minutes, qui a été virale et qui a été très convaincante, puisque dans la foulée, en faisant ce qu'on appelle de l'empowering, en disant « vous pouvez le faire, mesdames, moi j'ai besoin de vous, c'est vraiment important, allez-y », le taux de candidature, effectivement, est monté à plus de 50%, et la réalité aujourd'hui, c'est que le taux d'élus est lui, en ce qui nous concerne, proche de 50%. Donc la loi, c'est bien, la parité, et les comportements sont aussi importants, et les efforts pour outrepasser les comportements habituels qu'on a en fait au fond de nous sans s'en rendre compte, c'est encore plus important. On a juste, effectivement, je voudrais revenir sur l'inégalité de salaire parce que c'est très proche. J'ai lu ça tout à l'heure, j'étais assez étonnée. Il y a 9% de taux incompressible de différence de salaire entre les hommes et les femmes en France. 9%, Muriel Pénicaud, qui est notre ministre du Travail, se penche sur la question. Donc pour elle, c'est incompressible. On ne pourra rien y faire. Il y a 23,7% de différence de salaire entre les femmes et les hommes en France. Je crois que c'était 21% aux États-Unis il y a 4-5 ans. Donc, et surtout, ce que je voulais dire, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a une grande école en France qui s'appelle HEC. Et cette école-là, rien que d'en parler, ça me tracasse quand même. Les femmes qui proposent leurs services à des postes équivalents avec les hommes se sous-estiment. Et elles demandent en général 15 à 20% de salaire en moins que les hommes. Donc effectivement, on a surtout, il faut le dire, un problème de confiance en nous pour pouvoir nous imposer. Et c'est ce genre de comportement-là sur lequel on va devoir travailler. Il y a quelques femmes, vous le voyez ici, qui n'ont pas de mal à prendre la parole en public, mais la plupart du temps,
même avec des fonctions équivalentes, des écoles équivalentes, on a quand même un problème de sous-estimation de soi. Pour rebondir sur ce problème de confiance, est-ce que vous pensez que des commissions non mixtes, par exemple, pourraient aider les femmes à plus, je sais pas, proposer, etc., parce qu'il n'y aurait pas le regard, le jugement masculin? Et auquel cas, si on extrapole un peu, est-ce que vous pensez que le féminisme doit être uniquement un combat mené par les femmes, ou est-ce qu'il nécessite les hommes? Alors, c'est deux très grosses questions qui ne peuvent pas être fusionnées. Alors, je vais commencer par la deuxième, qui est celle de la présence des hommes, évidemment. Bon, je pense que c'est rien qu'à regarder dans la salle. D'abord, merci beaucoup à vous, messieurs, qui êtes là. Vraiment, une main d'applaudissement à vous tous qui vous êtes déplacés. Bravo. Parce que ça nous concerne. Pour être égaux, il faut être à deux, hommes et femmes. Nous, c'est d'ailleurs notre tagline à la gouvernance au féminin, c'est hommes et femmes travaillant ensemble pour l'atteinte de la parité. Dans la mesure où on a 5% de femmes PDG au Canada, on a donc 95% d'hommes. Donc si on souhaite vraiment amener un changement, ça va passer par eux. Ils ont encore les cordons de la bourse, les cordons du pouvoir, et donc il faut réseauter avec eux, il faut se faire mentorer, se faire sponsoriser, c'est-à-dire qu'ils soient là pour parler de nous, pour nous ouvrir des portes, etc. Donc ça, c'est essentiel, et je vous dirais que c'est probablement une des clés du succès de la gouvernance au féminin, qui s'est positionnée comme telle depuis 2010, comme n'étant pas un endroit pour le réseautage purement féminin. Il y a toujours à peu près 40% d'hommes dans tous nos événements. Ça, c'est essentiel. Ensuite, l'autre question, c'était les femmes entre elles. Bon, on a des formations en gouvernance, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, et elles sont uniquement dédiées aux femmes, pardon, non pas aux hommes. Pas exagérer, pas aller à l'autre extrême. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, les femmes nous disent on se sent plus à l'aise de montrer nos vulnérabilités, de poser des questions, etc. pendant nos cours de formation entre nous. On songe à faire des cohortes mixtes, mais qui seront annoncées comme telles, pour que les femmes puissent choisir si elles préfèrent être... C'est aussi une occasion de réseautage des cours de formation. C'est des femmes qui sont déjà dans des postes clés dans des grosses entreprises. Donc, on revoit ça souvent, le fait qu'elles sont plus à l'aise entre elles parce qu'elles se font effectivement pas interrompre. Il y a aussi cette fameuse habitude qu'ont les hommes, pas Roland mais d'autres, de prendre l'idée d'une femme sans lui donner le crédit. Là, Roland, au contraire, lui dit comme Caroline a dit, etc. Bon, il est très prudent. Il me connaît aussi, alors je pense que ça va. mais il y a cette habitude qu'ont les hommes de répéter ce qu'une femme vient de dire. Et là, tout d'un coup, on entend l'idée. Peut-être que la femme ne l'a pas dit assez fort, je ne sais pas. Et alors, ce que nous encourageons les femmes et les hommes autour de la table quand ils sont témoins de ça, c'est de réagir. De dire, mais oui Henri, effectivement, l'idée de Catherine était excellente, on devrait en discuter. Donc de manière aussi à non seulement donner le crédit à Catherine, mais signifier à Henri qu'on a remarqué ce qu'il vient de faire, et puis encourager à Catherine de continuer à donner son opinion. Parce que moi, j'ai déjà donné une conférence dans un cabinet d'avocats très célèbre ici, que je ne nommerai pas, où les femmes ne réagissaient pas, ne m'interpellaient pas, etc. Puis je leur ai dit, écoutez, moi, je commence à m'ennuyer si on ne va pas échanger, si vous n'allez pas poser de questions. Et il y en a carrément une qui a pris le micro pour dire, on a tellement perdu l'habitude d'intervenir parce que on se fait shut down. Et je vous parle d'un un des plus gros cabinets d'avocats ici. Et quand elle a ouvert sa bouche pour dire ça, les autres ont tout fait. Ah là, j'ai dit, mince, mais quelle hypocrisie, ils sont venus me chercher pour amener du empowerment féminin, mais changez déjà vos comportements quand vous avez des femmes dans la salle, quoi. Alors voilà. Ça, c'est très important. Nous, on avait essayé de beaucoup travailler là-dessus à la Caisse. On appelait ça, on avait fait des formations autour de ce qu'on appelle les biais inconscients de la diversité. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire, Caroline, là, non seulement c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé, ça a été expérimenté des tonnes de fois, mais tant qu'on ne se le dit pas, on ne le réalise pas. Et donc le côté, je pique l'idée, c'est-à-dire que c'est montré que quand vous mettez des femmes et des hommes autour d'une table, quand une femme a une idée, elle est moins souvent reprise que quand c'est un homme. Alors si l'homme reprend l'idée de la femme 20 minutes plus tard, ils ont oublié que la femme l'avait présentée et les gens la reprennent. Et c'est tout bête, mais si vous ne le savez pas, vous ne le réalisez pas. Et si vous le savez et que vous commencez à le dire, comme le disait Caroline tout à l'heure, là du coup vous créez
à la fois de la connivence entre ceux qui savent, et donc une espèce de solidarité, et une explicitation auprès de ceux qui ne savent pas. Et l'exemple typique de ça, c'est dans l'équipe d'Obama, à la Maison-Blanche, où les femmes, pour répondre à la question de est-ce que les femmes doivent travailler ensemble, la réponse est oui, pas seulement, mais oui. Elles avaient créé ça. Elles avaient dit, écoutez, ce qu'on va faire pendant quelques semaines, c'est qu'à chaque fois qu'une d'entre nous va avoir une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on va dire qu'elle est bonne. Il y avait une espèce de jeu qui s'était mis en place et qui a créé une connivence entre elles et une réelle efficacité et au fond, je pense, une prise de conscience de la part de tout le monde. Donc, les biens inconscients, c'est ça. C'est les hommes ont tendance à interrompre. Les hommes ont tendance à reprendre les idées des femmes ou des hommes et à se les reprendre les uns les autres. Les hommes ont aussi tendance à se positionner autour d'une table de manière souvent un peu plus envahissante que les femmes, ont souvent tendance. Donc tout ça, il faut en être conscient pour que quand vous créez une réunion, par exemple, vous assurez que les gens soient assis de manière à peu près diverse et diversifiée. Donc oui, je pense qu'il faut que les femmes travaillent un peu ensemble parce que de temps en temps, la parole y est plus libre, c'est plus facile, même si l'objectif, pour moi, je disais toujours, la parité sera véritablement respectée quand on n'aura plus besoin de ministère de la condition des femmes, d'organisation du type de la gouvernance au féminin et autres. Je pense que vous avez encore un peu de beaux jours devant elle parce qu'on n'y est pas encore, mais il faut qu'on arrive à banaliser la parité. Mais en attendant, je pense qu'il faut se serrer un peu les coudes et puis travailler ensemble un peu plus que les hommes qui ne se posent pas du tout cette question. On parle souvent de réseautage, par exemple, tu en parlais tout à l'heure. Les hommes, ils réseautent entre hommes. Ils se retrouvent à des heures où souvent les femmes doivent malheureusement rentrer parce que le petit est malade et ils vont boire un verre au bar du coin. Donc il faut aussi s'efforcer de réseauter entre femmes parfois parce que si on ne le fait pas, les autres le font pour nous. Moi, je suis vraiment pour la mixité en fait dans beaucoup de mouvements. J'étais à une réunion MeToo à New York il n'y a pas très longtemps. Il n'y avait que des femmes. Moi, j'aime bien voir la présence d'hommes aussi et j'aimerais bien même avoir des hommes qui se regroupent entre eux pour, c'est ce que je disais dans une interview tout à l'heure, de voir des hommes qui se regroupent entre eux et qui puissent faire une sorte de bilan de leur comportement et aller en parler avec des femmes. Je ne crois pas à ma connaissance que ça existe vraiment. J'ai rencontré quelqu'un en France qui avait envie de faire un Facebook totalement privé avec que des hommes et qui avait cette idée-là. Je la trouvais très bonne et je n'ai pas l'impression qu'elle existe. Par rapport à l'expérience de Balance ton porc, avec que des hommes qui allaient voir des femmes qui pourraient faire leur mea culpa qui pourraient expliquer leur schéma, leur comportement, qui pourraient réfléchir ensemble à des abus de pouvoir ou à leur comportement. Ça serait intéressant d'avoir l'avis des hommes. Et ce que je voulais dire aussi quand j'ai créé Balance ton porc, j'ai été très étonnée. Il y a eu une étude, il y a eu 40% d'hommes qui ont réagi, et pas négativement, pour nous soutenir. Ensuite, j'ai été attaquée par la personne que j'ai dénoncée parce qu'il avait eu des paroles et un comportement très inapproprié sur un lieu professionnel, donc on est en plein dedans. Et j'ai eu des donations parce que j'ai fait un appel aux dons pour payer mon procès, parce que je n'ai pas les moyens de payer un procès de cette ampleur, puisqu'il me demande 140 000 € et que ce n'est pas fini. Donc j'ai fait un lien GoFundMe Balance ton porc sur lequel j'ai eu 14 000 € et j'ai eu un donateur avec lequel j'ai discuté, que je ne connaissais absolument pas sur Twitter, qui m'a dit, ça a été mon premier interlocuteur sur Twitter, et il m'a soutenu en me disant, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un jour je serai là. Et un jour, j'ai eu besoin, puisque j'ai été attaquée en justice, et cette personne dont je conserve l'anonymat, que je n'ai jamais vu de ma vie, elle m'a donné la plus grosse part des contributions sur le lien GoFundMe Balance ton porc. Donc pour moi, c'est vraiment primordial, je veux dire, comme disait une chanson rap en France, sans les hommes, on n'y arrivera pas. On n'aura pas d'avenir. Donc il est évident qu'on doit les avoir à nos côtés. Quand je voyais la tribune des femmes avec Catherine Deneuve, Catherine Breillat dans Le Monde, pour parler d'un sujet un peu dérangeant, il n'y avait que des femmes. Dans Libération, après, il y avait des actrices femmes qui ont pris le contrepoids de la tribune dans Le Monde qui a beaucoup critiqué notre mouvement. Mais j'aurais aimé avoir un ou deux hommes, comme je l'ai vu dans le Time Magazine, qui a récompensé notre mouvement. Donc moi, j'aime bien travailler avec eux et les comportements doivent changer avec eux. C'est tout. Donc je pense que vous êtes tous les trois d'accord sur le fait que, peut-être différemment, mais les hommes sont
doivent faire partie du mouvement féministe et doivent contribuer à atteindre l'égalité des sexes dans toutes les sphères de la société. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de féminisme, on parle aux femmes. Dans les médias, dans la culture populaire, les artistes, les youtubeurs qui s'adressent plus à un jeune public, ils parlent aux femmes quand ils parlent de féminisme. Alors comment on fait pour éduquer les hommes au féminisme avec leurs mots, sans les brusquer, sans leur faire croire qu'ils ont fait quelque chose de mal, et pour les rallier à la cause en fait? En fait, on ne parle pas qu'aux femmes, il y a plusieurs mouvements qui sont là pour les hommes. Il y a White Ribbon, par exemple. Alors, mon ami Michael Kaufman est le cofondateur de White Ribbon, qui est maintenant un mouvement mondial, qui est un mouvement d'hommes contre la violence faite aux femmes. D'ailleurs, on a partagé une tribune lors du congrès du Parti libéral à Halifax. On était en entrevue avec Mélanie Joly et une autre ministre. Et je pense que ces mouvements-là prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a aussi ici au Québec, Michael Kaufman, lui, il est basé à Toronto. Il y a aussi ici au Québec Corias, ça s'écrit K-O-R-I-A-2-S. Monsieur là-bas hoche la tête, donc il connaît. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Corias, c'est un rappeur, oui, il y en a plusieurs qui le connaissent. Donc Corias, lui, va dans les écoles et il s'adresse aux jeunes garçons. Et il leur parle du respect du corps de la femme et de quelles sont les limites à ne pas repousser. Et moi, j'ai été invitée il y a quelques mois à Toronto, à UCC, Upper Canada College, qui est le plus important établissement scolaire au Canada, à m'adresser aux garçons de 15 à 18 ans. J'ai adoré mon expérience, c'était tout à fait inédit pour moi. Et j'étais très surprise. En fait, j'ai été tout d'abord approchée par un jeune étudiant de 16 ans qui m'a dit « Would you come and talk to us about est-ce que vous viendriez nous parler de The Changing Face of Feminism, le visage changeant du féminisme ?» Alors j'ai trouvé ça formidable, j'ai dit oui, etc. On a échangé plusieurs emails, puis après je me suis dit mais c'est peut-être un gag. Et là j'ai dit est-ce que la direction de l'école pourrait m'écrire pour me confirmer? Effectivement, ils m'ont écrit, ils m'ont envoyé un billet d'avion, ils m'ont reçu, etc. Et j'étais surprise de voir, mais la salle était pleine à craquer. T'as pas dit c'est une école où il y a que des gars? Mais oui, j'ai pas dit. Ouais. Un all-boys college. C'est ça, c'est une école de garçons, la plus importante école de garçons. Et si vous avez vu Harry Potter, eh ben c'est comme Harry Potter. Ils ont les cravates House of this, House of that, les cravates de couleur et tout. Enfin, moi, j'étais dans un film. Et c'est majestueux. Google ça, Upper Canada College. C'est énorme. Et bref, donc ils étaient tous là. Et j'ai jamais eu une telle queue lorsqu'il était le temps de poser les questions. Plein, ils faisaient la queue, ils étaient curieux, ils en voulaient plus. Et j'ai monté en fait une présentation juste pour eux, parce que moi j'ai l'habitude de m'adresser à des personnes adultes, des gens surtout dans le milieu des affaires, etc. Donc là, il a fallu quand même que j'adapte et que je parle de certains sujets que je touche moins d'habitude, parce que moi je suis vraiment dans comment amener les femmes dans les organes décisionnels. Là, j'ai parlé de tout ce côté du respect de la femme dans son intégrité et physique. Et ils étaient très très curieux, ils ont posé plein de questions. Et il y a même un garçon qui m'a beaucoup touchée parce qu'il a carrément, à la fin, il dit « J'ai aucune question, je veux juste vous dire que ça a été la meilleure conférence de la journée. » Et je dois vous dire, je ne dis pas ça pour me vanter du tout, mais je dis ça parce qu'il y avait quand même à côté Artificial Intelligence, Space Exploration, ils ont vu plein de trucs incroyables. Et là, c'était la première fois qu'on venait leur parler de ce genre de sujet. Donc ça change, mais je suis d'accord avec vous, peut-être pas assez vite. Et je pense qu'on peut, chacun d'entre nous, se responsabiliser à la maison. Déjà, on a des hommes, des garçons qui nous entourent, on doit leur parler. Je pense que, vous avez raison, c'est un des défis. Est-ce qu'on prêche aux convaincus en fait? Est-ce que ce soir, dans cette salle, il y a une personne qui pense que il ne faut pas la parité, qui ne se comporte pas ou qu'elle ne se comporte pas au quotidien pour essayer d'avoir un monde plus paritaire et plus divers? Peut-être, mais sans doute pas. Donc c'est un des vrais défis qu'on a, c'est comment on reach out, comment on rejoint les autres. Et moi, je n'ai pas de réponse à la manière de le faire, si ce n'est vous-même aller prêcher autour de vous des gens qui sont peut-être moins convaincus que vous les uns les autres. J'aime assez l'histoire du rappeur. J'aurais bien aimé voir Caroline à UCC parce que c'est effectivement un Harry Potter avec que des gars et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller sur des terrains qui ne sont pas conquis. Mais je vais vous rajouter encore un petit doute et une petite crainte. Tu parlais d'intelligence artificielle. Il y a un vrai défi. Moi, j'ai parlé beaucoup avec une marcheuse en fait de San Francisco qui travaille
dans une grande entreprise de technologie et qui me dit l'intelligence artificielle, c'est un vrai risque de ce point de vue-là. Parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, de manière très puissante, reproduire de manière accélérée tous les comportements qui existent déjà. Dans ce qu'on appelle machine learning, c'est tout simplement, vous apprenez très vite en regardant plein de données ce qui est en train de se passer et vous le reproduisez avec énormément d'efficacité. Et donc le risque de l'intelligence artificielle, qui en théorie a une puissance énorme, c'est en fait d'être très très conservateur. Et notamment sur les enjeux d'égalité femmes-hommes. On sait tous que quand on est sur les réseaux sociaux, je ne vous dirai pas les pubs avec lesquelles moi je suis bombardé, et vous pouvez imaginer à mon âge, homme blanc de 50 ans, sur quoi je suis, je dirais, interpellé. Bon ben, le risque c'est ça, c'est qu'on soit tous interpellés sur des trucs qui viennent de notre monde, et qui du coup reproduisent de manière exagérée des discriminations qui existent déjà. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça, qui travaillent là-dessus, pour éviter que l'intelligence artificielle en fait soit un magnifiant de tous nos travers et qu'on ait plutôt une manière de les corriger. Je vais être très brève, moi j'ai une solution, c'est des cours à l'école maternelle, voilà, pour être très concrète, c'est tout. Je pense que on a des cours d'éducation civique dans certains pays du monde, et je pense qu'il ne serait peut-être pas idiot de penser à donner des cours d'éducation d'égalité ou de comportement à des petits-enfants de maternelle pour leur dire, bon, bah, évite de soulever la jupe de ta copine quand tu es dans la cour de récré ou évite en cours de sport, on va t'expliquer comment ça se passe. Et c'est tout, 1 heure de par-ci par-là, enfin, c'est très concret. Hein, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clore le débat ici. Parce que ça fait 50 minutes qu'on discute et même si c'est très intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui aurait des questions. Pour rappeler comment va se dérouler la période de questions, on va d'abord commencer par poser des questions qui ont été posées dans le Typeform. Et puis on va faire du 1 sur 2, c'est-à-dire qu'on va faire une question du Typeform, une question du public, une question du Typeform et ainsi de suite. Pour les questions du public, on va essayer de faire bref, pour que tout le monde puisse prendre la parole. Donc on vous demandera de... Peut-être pas tout le monde, mais un maximum de gens. Donc on vous demandera de ne pas dépasser 30 secondes approximativement sur votre temps de question et de vous présenter aussi avant de poser votre question. Et si possible, faire des réponses brèves également. Oh voilà. On n'est pas tous obligés de répondre. Okay. On a des micros. Bon, manifestement, c'est moi qui brise la glace. Alors bonjour François Robert, merci beaucoup d'être là. J'ai 2 questions, 30 secondes, rapidement. Roland, je me suis toujours posé la question, les sociétés d'État, qui nomment les membres sur les conseils d'administration? Qui nomme du monde à la tête d'Hydro-Québec, de l'Auto-Québec, de la SAQ? Ça m'a toujours étonné. Les questions de parité, d'accord, mais qui va dire c'est toi, puis c'est pas toi? Deuxième question, c'était une très bonne idée de la part d'Emmanuel Macron, la parité femmes-hommes. N'en demeure pas moins que le carré d'as gouvernemental, c'est quand même 4 hommes. Hein? Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Gérard Larcher, François de Rugy. Comment se fait-il, c'était peut-être un vœu pieux, comment se fait-il que l'Assemblée nationale n'est finalement pas présidée par une femme? C'était le souhait de plusieurs. C'est pas arrivé. Voilà. Merci. Oui. Alors sur les conseils d'administration, je peux vous dire comment ça se passait et ça se passe toujours à la caisse. C'est le conseil d'administration qui nomme ses administrateurs. Le seul, donc ça se fait en concertation avec le gouvernement, hein, et le seul membre du conseil d'administration qui est nommé de manière directe et révocable du coup par le gouvernement, c'est le président du conseil d'administration. C'est pas le PDG, c'est le président du conseil d'administration. Donc en fait, il y a des candidatures qui sont examinées par un comité de gouvernance indépendant, qui est formé d'administrateurs qui eux sont indépendants, qui regardent les candidatures, qui les examinent, qui les proposent à la nomination de l'ensemble du conseil. C'est ainsi qu'elles sont votées, enfin qu'elles sont nommées par assentiment du conseil d'administration. Pour ce qui est de l'histoire de ce que vous appeliez le carré d'as, je ne sais pas si le carré d'as en France, c'est le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de ministres très importants aujourd'hui dans le gouvernement. On en a mentionné une ou deux tout à l'heure, la ministre du Travail, la ministre de la Santé, la ministre de la Défense. Franchement, la ministre de la Défense, une femme en France, si on nous avait dit ça il y a 10 ans, je pense
pense qu'on ne l'aurait pas cru. Donc tout ça est vraiment en train de progresser. C'est vrai, alors le président du Sénat, il était là avant, qu'au niveau de la présidence de l'Assemblée, j'y étais quand on a voté, il y avait 2 candidatures, dont une femme et un homme, et c'est l'homme qui l'a emporté. Est-ce que le fait qu'il soit un homme ait joué dans le vote? Peut-être. Ce que je peux te dire en tout cas, puisque c'est le groupe majoritaire qui l'a élu, c'est que dans la salle, quand on a voté, il y avait 47% de femmes et 53% d'hommes, puisque c'était le groupe majoritaire qui se prononçait. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la parité pour tout le reste. C'est-à-dire qu'on s'est forcé, par exemple, les commissions permanentes de l'Assemblée, moi j'en préside une, il y en a 8, il y a 4 hommes, il y a 4 femmes. Le bureau du groupe, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes. Les porte-paroles du groupe majoritaire, moitié d'hommes, moitié de femmes. On s'est vraiment efforcé dans tous les jobs où il y avait plus d'une personne d'avoir la parité systématique. On continue de le faire. Quand on examine une loi, quand il y a ce qu'on appelle un orateur et un responsable de texte, il y a toujours un homme et une femme. D'une certaine manière, c'est une discipline, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut s'efforcer dans ses comportements au quotidien de changer, mais chasser le naturel, il revient au galop. Si vous ne mettez pas ça dans les règles, le risque, c'est qu'on drifte, qu'on revienne vers l'arrière. Donc voilà. J'espère qu'un jour, la présidente de l'Assemblée sera une femme. Moi, je vais juste répondre très rapidement, et non pas sur les nominations des sociétés québécoises, mais des fédérales. Il y a un site web, en fait. Il y a un site web où n'importe qui ici peut aller consulter les nominations ouvertes et déposer sa candidature. Et il y a un système de sélection. Il y a des chasseurs de tête qui sont appliqués également là-dedans. Et nous, on est régulièrement appelés par le bureau du Premier ministre pour nous demander des candidatures féminines. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de femmes qui manquent de confiance, moi, je vais vous raconter très rapidement une petite anecdote. Lors de la nomination de la présidence du conseil de la BDC, donc la Banque de développement du Canada, on avait reçu un appel pour nous dire on aimerait tellement avoir une femme à cette présidence de conseil, pouvez-vous nous aider? On a envoyé plusieurs candidatures de femmes brillantes, expérimentées, qui avaient tout ce qu'il leur fallait pour jouer ce rôle. Et j'ai fait un suivi, on m'a dit oui, en fait, une des candidates est notre finaliste et on va lui faire une offre. Alors je me suis dit, alléluia, quelle bonne nouvelle, en plus une proche de la gouvernance au féminin, ça ne peut pas nous faire du mal. Et bingo, j'entends aux nouvelles la nomination d'un homme à ce poste. Alors là, j'ai appelé, j'ai dit, excusez-moi, il s'est passé quoi? Et ils m'ont dit qu'en fait, ils ont fait l'offre et la femme l'a refusée. En invoquant toutes sortes de raisons, qu'elle ne se sentait pas prête, elle n'avait pas vraiment le temps, ça allait être compliqué, etc. Alors chaque fois qu'une chose comme ça se passe, ça cause du tort à toutes les femmes. Parce que ça décourage. Et ils me disent, tu sais, quand on propose à un homme, bing bang, c'est réglé, c'est oui, on règle ça très rapidement. Et la femme tergiverse. C'est ce qu'elle demande à son mari, elle ne demande pas, je ne sais pas, mais c'est toute une panoplie de réflexions qui se mettent en branle et qui ralentissent le processus. Et ça, il faut que ça cesse. Ça, c'est vraiment problématique. Alors, je fais un petit signe. Si vous avez des questions, faites-moi signe. Je tourne dans la salle avec le micro. J'en ai une là. On va juste... Pas besoin du micro, vous m'entendez bien? Ouais, excusez-moi. Oui, on avait prévu de faire une question du public et une question du formulaire. Mais on prendra votre question après. OK. Voilà. Mon nom est Marc Patnaud. Je suis membre des Patins en Action pour l'équité. Alors, nous sommes un organisme à but non lucratif qui aide également les maires. C'est un organisme qui se veut égalitaire. Notre porte-parole, d'ailleurs, est une femme. Je suis enseignant primaire depuis 18 ans, au préscolaire également. Mon ex-femme, mère de mon garçon de 10 ans, est associée en pénalité dans la plus grande firme comptable au monde. Ma femme présente est médecin spécialiste radio-oncologiste. Et nous vous appuyons dans vos démarches. Nous sommes vos meilleurs alliés. Nous aimerions seulement vous mentionner qu'il ne faut pas oublier dans l'équation que les femmes ont beaucoup de gains à faire, les hommes également, concernant leur valorisation dans leur rôle à la maison. Parce qu'une femme, c'est plus difficile pour elle parce qu'on lui donne encore la responsabilité parentale. On sait que 68 à 77% des gardes exclusives sont octroyées à la mère. Au palais de justice, ici, juste à Longueuil, les
salle à langer sont exclusivement dans la salle des femmes encore. 96% des prestataires de pension alimentaire sont des femmes. Nous appuyons un projet de loi qui a été présenté en France récemment pour l'équité des gardes à la séparation, pour qu'il y ait une présomption, pour que nous devenions plus facilement vos alliés pour s'occuper des enfants lorsque une femme décide d'être une femme de carrière. Un enfant a besoin de ses deux parents, on n'en rentre pas dans ce débat-là. Et nous aimerions avoir votre appui pour cela, parce que l'équité et l'égalité, il n'y a qu'une définition et c'est dans tous les domaines. Et présentement, les hommes peuvent, et ma question est la suivante, est-ce que vous appuyez pour les causes, pour aider les hommes à pouvoir s'occuper des enfants, pour vous aider ultimement les femmes à obtenir l'équité que vous désirez? Je pense que la question est pour Roland. Juste une petite parenthèse. Sachez qu'en France, il existe une association similaire à la vôtre, qui fait du très bon travail d'ailleurs, qui s'appelle SOS Papa. Je ne sais pas si vous devriez pas vous rapprocher d'eux, mais et juste deuxième chose, oui, vous les connaissez, j'imagine, mais bon, voilà. Et en fait, par rapport au rôle de la maternité de la femme, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on parle justement de la femme, on parle de maternité et il y a un mot qui est très vilain qui s'appelle et qui fait que justement les femmes peuvent être un peu plus exclues au niveau professionnel et gagnent différemment. Ça s'appelle le soupçon de maternité. Je vous laisse méditer sur cette expression. Tu veux dire quelques mots? Oui, vas-y. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, bravo de ne pas être intimidé par des femmes comme votre ex-femme et votre femme actuelle. Ça, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent éviter les femmes trop puissantes, alors bravo. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que je pense que d'être à l'aise, de ne pas être le breadwinner, comme on dit ici, c'est génial, que des hommes qui sont tout à fait prêts à faire le choix de rester à la maison et à s'occuper des enfants, ça c'est essentiel aussi, ou de travailler à deux. Mais je veux dire qu'il faut que ça cesse, que c'est simplement la femme qui doit être celle qui reste à la maison. Et je vais vous dire que ça va enlever du stress à beaucoup de gens, hommes et femmes, parce que cette pression qu'ont les hommes de performer, d'être les meilleurs, de jamais prendre de temps pour rester avec les enfants, est-ce qu'ils sont tous à l'aise avec ça? Non, vous en êtes une preuve vivante. Et il y a un livre qui s'appelle... Mixité, c'est un livre français qui s'appelle Mixité quand les hommes s'engagent. C'est un livre coécrit par une douzaine de gros PDG français, enfin pas grands, enfin importants PDG français, dont le PDG de Sodexo, le PDG de, comment il s'appelle, Hervé Bazin, des hôtels Accor, Renault, Carlos Ghosn, etc. Et donc, dans ce livre, il y a un de ces PDG expliquait justement le fait que si on pouvait, répartir cette responsabilité, les femmes y gagneraient parce qu'elles auraient un petit peu moins de culpabilité, c'est encore à moi d'aller chercher le petit à la garderie, mais je voudrais travailler, etc. Et les hommes pourraient dire, vous savez quoi, c'est à moi d'aller chercher le petit à la garderie sans que tout le monde le regarde comme un martien. Donc moi, je suis à 100% derrière vous. Après ça, les questions de... Oui, donc après ça, j'ai juste pas terminé ma lancée pour monsieur. Je dis donc après ça, bon, les questions de pension alimentaire, etc., je pense que c'est un débat un peu différent, parce que là, si un juge a estimé que l'homme avait le plus gros salaire et que donc la femme recevait la pension alimentaire, parce que c'est calculé comme ça, c'est calculé sur des T4, donc... On ne peut pas vraiment jouer là-dessus. Je suis passée par 2 divorces, alors je peux pas le dire. Moi pas, moi je suis marié avec la même depuis 25 ans, mais... Oui, je sais, personne n'est parfait, mais elle si, évidemment, d'abord parce qu'elle me supporte depuis 25 ans, donc... Bon. Évidemment, le changement passe par les hommes et par les femmes, et donc il passe aussi au sein du foyer avec le fait que les pères prennent plus de responsabilités et que la société collectivement, du coup, leur amène, les autorise d'une certaine manière à prendre plus de responsabilités. Ce que vous dites des décisions de justice, c'est un peu ce que tu disais il y a une seconde, ça reflète la société dans laquelle on est. La plupart des couples sont des couples dans lesquels le breadwinner c'est un homme, donc quand ils se séparent, la réalité c'est que souvent la prestation est dans ce sens-là. Donc ici on dit c'est pas la queue qui remue le chien. Je pense qu'il faut changer la société et la société changera.
Cela étant dit, ce que vous me dites me fait penser qu'effectivement, il faut être conscient de tous les biais. Et des biais, il y en a dans tous les sens. Il y en a aussi au détriment des pères. Moi, je trouve ça très bien ici, le fait que le congé maternité soit en fait un congé de maternité ou de paternité qui puisse être partagé entre un homme et une femme. C'est très bien. La réalité, c'est que c'est quand même rarement le cas, parce que les comportements font qu'on a toujours tendance à penser c'est la femme qui doit prendre le congé maternité. Je pense qu'il y a un enjeu de génération. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes à la caisse, vingtenaires, dire non, moi je vais prendre 6 mois de paternité, ma femme va en prendre 6. Donc je pense qu'il y a aussi tout un changement de génération qui fait que tout ça va évoluer assez vite. Mais c'est vrai que les règles comptent, les comportements doivent changer et que les biais, ça va dans les deux sens. Je voudrais juste préciser que comme on est au Québec, que le breadwinner au Québec, on dit le pourvoyeur. Voilà, c'est juste une petite remarque. Très bien. Dans le formulaire, on a eu une question qui touche largement ce sujet, parler du partage du travail domestique, et la personne soumettait des idées de services publics gratuits et aurait voulu savoir ce que vous en pensiez. Donc la première idée était les garderies accessibles dans chaque quartier avec des horaires adaptés. La deuxième, des cantines accessibles dans chaque quartier résidentiel et industriel avec nourriture de qualité. Des services de ménage à domicile et ou des laveries facilement accessibles et de qualité, et des services d'aide à domicile pour aînés ou pour personnes en situation de handicap. Donc simplement savoir ce que vous pensiez de ces 4 idées publiques. J'allais dire un peu en plaisantant pour ne pas être contre la vertu. Tout ça a l'air très bien, maintenant il faut faire un peu attention. Moi je me retrouve maintenant de l'autre côté à voter des lois. Il faut faire un choix collectif et social sur ce qu'on finance et comment on le finance. Donc moi je me méfie toujours des services universels qui du coup peuvent se traduire paradoxalement par des résultats inégalitaires, qui est que ceux qui y ont accès sont déjà certains qui n'en ont pas besoin. Mais maintenant évidemment, étendre les heures de crèche, c'est important pour que les gens puissent travailler davantage, avoir accès à de la nourriture de qualité dans les cantines. Je ne vais pas dire quand je suis contre, on vient de voter une loi qui, dans les cantines françaises, va forcer toutes les cantines à avoir au moins 50% de nourriture qu'on appelle de qualité, si elle est labellisée de qualité, et 20% de bio. Donc tout ça, c'est le sens de l'histoire. Il faut juste faire attention toujours entre l'équilibre, entre la loi, la coercition et les comportements et les incitations. Oui, puis moi je veux rajouter que des bonnes idées, on en a des tonnes, mais c'est toujours le financement qui est là. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, je peux me permettre juste une petite question. Quand tu disais tout à l'heure que donc, les partis politiques payaient des pénalités parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir la parité au niveau des candidatures, et on faisait quoi avec cet argent? Est-ce qu'on l'utilisait pour l'avancement, pour l'égalité? Alors c'est une bonne question, et je pense que la réponse est non. Je pense que ça a tombé dans le pot commun, et je pense que c'est une excellente idée. Je pense qu'il y a des amendes au bout de 3 ans, justement. Il y a des amendes, mais ce que demande Caroline, c'est que vous faisiez quoi de l'argent? On s'achetait des costumes. Non, mais je crois qu'il y a des réinvestissements. Question. Ça va prendre des questions de dames aussi, au bout d'un moment. C'est vrai, ça serait bien, Priorité à dame. Merci beaucoup. J'ai une question sur le mouvement MeToo. Pensez-vous que ce type de mouvement, qui est vraiment de name and shame, aide le féminisme? Et en plus de ça, pensez-vous que les changements vont durer? Alors oui, je pense que ça aide vraiment le féminisme, parce que moi, par exemple, si je parle de mon cas personnel, parce que tout est parti d'un cas personnel, si je n'avais pas nommé mon agresseur, même si je n'ai pas été victime d'un viol, mais d'un comportement, d'une agression verbale qui peut avoir des conséquences assez perturbantes, un effet de sidération par exemple, qui a fait que je ne me suis pas vraiment souvenue d'où ça s'était passé. J'ai eu un sentiment de honte, j'ai eu un sentiment de déni. Donc moi, si je ne l'avais pas ouverte, parce que je suis une grande gueule, si je ne l'avais pas ouverte, il se serait passé quoi? Il serait resté tranquille dans son coin à continuer, d'accord? J'aurais pas eu des personnes qui seraient venues vers moi en me disant on a eu les mêmes problèmes, et j'étais pas du tout au courant de ça, et ça m'a aidé à constituer mon dossier judiciaire, puisqu'il m'a attaqué, hein. En même temps je l'aurais pas dit, il m'aurait pas attaqué, on est d'accord. Le fait de donner le nom, je trouve ça plus courageux, et en même temps on prend des risques. Moi je peux très bien comprendre, et je ne juge pas une femme qui n'ait pas envie de donner un nom, parce que beaucoup perdent leur travail. Le fait de donner un nom fait qu'on se met dans une situation de pression de notre entourage.
J'étais la semaine dernière devant le 100 Court Street procès de Weinstein, enfin, où il était reçu après que 100 femmes aient parlé et donné son nom. Si 100 femmes n'avaient pas parlé, n'avaient pas donné son nom, le mouvement MeToo et Balance ton corps n'aurait pas existé. Je ne tire pas la couverture vers moi, même si j'ai 2 jours avant le MeToo inventé ce concept. Mais avant moi, il y avait une autre femme qui s'appelle Donna, je crois, qui avait créé un hashtag qui s'appelait My Harvey Weinstein, qui a fait 198 retweets. On ne sait pas pourquoi à cette période ça n'a pas marché. Donc en France, on a beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de problèmes parce qu'on associe ça à la guerre mondiale, on m'accuse de délation. C'était important pour moi de donner mes origines parce que j'ai un arrière-grand-père qui s'appelle Élie. Voyez, donc je ne pense pas, c'est un très vieux prénom français, mais on n'a pas trop de leçons à me donner en termes de délation. Il ne faut pas confondre les deux concepts. Et c'était quoi la deuxième question, pardon? Si ça aidait ou pas? Est-ce que ça va durer? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vis aux États-Unis, à New York, et vraiment, il n'y a pas d'autre terme, je m'éclate tous les jours. Désolée, mais tous les jours, on a un nom différent, et ça a des conséquences politiques. Dans l'Alabama, par exemple, on a un sénateur qui a été soutenu par Donald Trump, et puis finalement, le vote populaire a fait qu'il n'est pas resté. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un démocrate qui a pris sa place. Et Donald Trump, au bout de 2 minutes, l'a félicité, le démocrate. Vous voyez? Donc il y a quand même des conséquences qui sont historiques, dont on ne parle pas. Moi, j'ai écrit un livre dont je vais en parler. J'ai eu, parce que je reçois énormément, je me place vraiment du côté des victimes. C'est important. Et la gouvernance m'intéresse, parce que j'ai créé une association qui s'appelle We Work Safe, pour qu'on essaye justement de protéger les femmes sur le milieu du travail. Et j'ai beaucoup de mal, je dirais, en France, à me faire entendre parce que c'est encore difficile de faire changer les comportements. Même si Caroline a raison, la France est quand même un exemple en matière, malgré tout, de parité par rapport à d'autres domaines. Et par exemple, je donne un exemple, puisque la lettre audiovisuelle, je suis spécialisée à interviewer des producteurs, des cinéastes. Et par exemple, aux États-Unis, juste un chiffre, il n'y a que 20%, 21% à peu près de femmes réalisatrices. Non, pardon, il y en a 8%, et en France, il y en a 21%. Donc, on n'est pas si mal lotis que ça. Et donc, tous les jours, on a une affaire différente. Tous les jours, on a quelqu'un qui tombe. Et tous les jours, aux États-Unis, et d'ailleurs un peu au Canada, au Québec, on peut le dire, Roson, il s'est quand même retiré de la course. Aux États-Unis, ils se retirent de la course. C'est très très rare de les voir s'accrocher à leur poste. Et ils ont la décence de se retirer parce que justement, il n'y a pas d'histoire de délation. A priori, quand une femme donne un nom, on ne la soupçonne pas de mentir aux États-Unis. Vous voyez? Pas vraiment. Parce qu'on est dans cette culture. Vous avez un shoplifter, je crois que ça s'appelle, dans un magasin. Il va voler, le lendemain, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a une affiche sur la vitre. Il ne va pas rentrer dans le magasin où il y a sa photo sur la vitre. Donc, c'est cette culture américaine qui, moi, m'a fait parler, ce qui peut choquer en France. Mais non, vous vous rendez compte des implications. Moi, je vois toujours, au départ, je vois les implications au niveau philosophique. Ça a commencé en France avec des Enthoven. On a plein de philosophes qui ont réfléchi. Après, il y a eu les actrices. Après, maintenant, on en est sur la gouvernance des entreprises. On n'a rien inventé, j'ai rien inventé seulement. C'est un sujet qui intéresse et qui passionne en ce moment. Il se construit le mouvement et il n'est pas prêt de s'arrêter parce que ça fait toujours aussi ping-pong entre les États-Unis, la France. Ici, vous êtes à peu près au milieu, vous avez les deux comportements, c'est très agréable à voir et à étudier. Donc non, c'est un mouvement qui, pour moi, c'est une seconde révolution, même si je ne m'estime pas féministe dans l'âme au départ et dans l'éducation, c'est quand même une seconde révolution féministe. On va avoir moins peur de parler. Et je ne veux pas de guerre des sexes avec les hommes qui nous accompagnent. Ça me va. Moi, la première interview, le premier jour, j'ai eu 12 interviews. J'ai donné 250 interviews en 7 mois. Et la première fois, on m'a dit ce que vous croyez que ça allait durer. Ils ont essayé de m'envoyer TF1, Emmanuel Chin, qui produit une émission en me disant on va voir comment vous arrivez à donner 12 interviews par jour, parce que ça nous paraît quand même extraordinaire. Et je leur ai dit non, d'abord, si vous venez filmer, vous allez me filmer dans mon lit, parce que je fais tout à l'heure française, avec des textos, donc c'est pas la peine de venir, dans 2 jours c'est terminé. Et regardez, dans 7 mois, et le mouvement se construit, et c'est extrêmement encourageant. Voilà. Merci. En fait, je vais juste faire un parallèle sur ici au Canada. Bon, on parle de Roson, mais il y a en ce moment même l'histoire de Bertrand Charret, que vous connaissez certainement, dont on parle énormément, qui est c'est un entraîneur olympique. Alors c'est Alpin Canada qui est ceux qui forment les
olympiens au ski. Et il y a je ne sais plus combien de jeunes filles qui ont été violées par lui au fil des années. Et il y en a 4 qui aujourd'hui ont d'ailleurs fait une déclaration officielle et c'était très émouvant. Elles se tenaient la main, elles pleuraient, elles disaient on m'a volé mon enfance, etc. Donc je pense que ce genre de mouvement-là permet aux victimes de se libérer parce qu'elles disaient clairement qu'elles étaient soulagées d'enfin réaliser que ce n'était pas leur faute, que toutes ces années, cette culpabilisation ne leur appartenait pas. Et Bertrand Charret est en prison pour 8 ans. Et également, je pense que d'autres Bertrand Charret en puissance vont peut-être réfléchir avant d'agir. Par contre, le petit bémol que je mettrai, parce que nous, on a un programme de mentorat où des hommes et des femmes qui sont des PDG, des présidents de conseil, des administrateurs de société, mentorent des femmes qui veulent atteindre les organes décisionnels. Eh bien, j'ai des hommes qui me disent, écoute, moi, je ne sais plus quoi faire parce que je ne voudrais pas qu'on me voie seule avec ma mentorée. Je vais lui donner des rendez-vous dans des lieux publics, etc. Donc ça ne m'amuse pas. Et je ne veux pas que les hommes, tout d'un coup, aient l'impression... Dès qu'ils nous font un compliment, on va leur cloquer un procès ou les dénoncer. Et ça, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Est-ce que tu penses que je suis allée trop loin en faisant tel ou tel commentaire ?» Je me dis « Mais non, mais attends, il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa. » Donc il faut qu'on arrive en tant que société à trouver un juste milieu de respect mutuel et s'en tenir là. Je veux juste quand même, pardon. Je vais essayer de prendre une question. Ouais, 2 secondes. Juste, moi, on m'a posé la question, c'est un plateau de la semaine dernière. J'ai attaqué une personne sur Twitter parce qu'il m'a pas dit tu as des beaux yeux, tu as des beaux cheveux et tu es jolie et j'ai envie de te lire du Baudelaire ou de l'Apollinaire. J'ai attaqué quelqu'un parce qu'il m'a dit tu es de mon type de femme, tu es brune, tu as des gros seins, je vais te faire jouer toute la nuit. Donc si les gens sont pas capables de voir la différence et que les hommes flippent parce qu'ils viennent nous voir alors qu'ils peuvent avoir un compliment poli, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Alors, c'est tout. Merci. Caroline, c'est ton exemple de la candidate que vous avez envoyée à l'organisme et les motifs sur lesquels elle a refusé, c'est ça qui m'interpelle. Alors je me dis, c'est quoi le problème? Si une femme rendue à ce stade-là a besoin de prendre du temps et d'envoyer plusieurs éléments de réflexion avant de prendre sa décision, et là, l'impression que j'ai, c'est qu'elle a été refusée parce qu'elle n'a pas réagi comme un homme qui prend sa décision tout de suite. Et moi, c'est ça qui me dérange. Je suis pour la parité, mais je ne veux pas que les femmes deviennent des hommes et décident comme des hommes. Et puis, à Montréal, on a vécu un exemple comme ça qui continue de me troubler. Aux élections municipales, le slogan de l'actuelle mairesse, c'était de dire l'homme de la situation. Le premier jour, j'ai rigolé, mais aujourd'hui, ça ne me fait plus rigoler. On veut lire une femme, on ne veut pas une femme qui va dire « je suis un homme ». Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, comment est-ce que vous commentez ça, J'adore ton commentaire, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est essentiel que les femmes gardent leurs qualités et leurs défauts, il faut l'admettre, de femmes, parce que c'est comme ça qu'on enrichit le conseil d'administration, qu'on enrichit peu importe l'entreprise ou le parti politique auquel on se joint. Parce que si tout d'un coup j'adopte les comportements de Roland et qu'on devient deux Roland, une un peu plus jolie. C'est vrai, c'est objectif, là je peux pas. C'est pas le but. Donc Roland va apporter quelque chose à la table qui va m'être utile. C'est pour ça que nous aussi on a la parité. On a des hommes dans tous nos comités parce que je serais folle de ne pas aller chercher un angle, une façon de voir les choses qui est différente de la mienne. Donc à nous deux, on est plus forts. Donc je suis d'accord 100% que les femmes ne doivent pas changer et on devrait adapter l'entreprise et Roland veut rebondir là-dessus. Je vais rebondir là-dessus parce que j'ai pensé exactement la même chose que toi quand tu as donné ton exemple. Est-ce que c'est la faute de la femme d'avoir hésité? Ou est-ce que c'est la faute de celui qui la recrutait de se dire elle hésite, ben, peut-être que c'est juste une femme et que ça fait partie de son comportement et que peut-être que quand on va gérer l'entreprise entre hommes, plein de testostérone autour de la table, d'avoir quelqu'un qui hésite avant de prendre une décision, ça va peut-être être un plus plutôt qu'un moins. Donc c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, on doit tous changer. Nous, on avait fait un travail sur ce que je disais tout à l'heure, les biens inconscients de la diversité. Donc tous les 4 dirigeants de la caisse étaient passés à travers un séminaire où on passait 3 heures à échanger là-dessus. Et on montrait des exemples, on montrait des vidéos. Un exemple typique que j'adore,
Une femme qui part à 16h30 parce que son bébé est malade, on dit ça y est, son bébé est encore malade. Un gars qui part à 16h30 parce qu'il emmène son fils à l'entraînement de hockey, on dit waouh, ça c'est un père super, il s'occupe du hockey de ses garçons. Et ça a l'air bête comme ça, mais c'est vrai. Et quand on le dit, après, quand la femme dit je suis désolé, mon bébé est encore malade, on se retient un peu avant de dire ah ouais, c'est encore son gamin qui est malade. Donc il y a une certaine forme d'explicitation. Donc tout ce qu'on faisait, c'est qu'on avait mis sur une feuille de papier plastique tous ces biens inconscients qui sont très, je le répète, prouvés et enregistrés et même qualifiés. Il y a même des mots pour ça. Désolé, ils sont en anglais, donc je les vois même pas. Mais ils existent. Et donc, avant de faire ce qu'on appelait une table ronde, c'est-à-dire avant de faire des promos, avant de donner les promotions, on se voyait au sein du comité de direction et on passait en revue les candidats à des promotions et les candidates. Et il y avait une jeune femme des ressources humaines qui avait dit juste avant de commencer la réunion, j'aimerais bien que vous relisiez ce petit document. Et nous avait redistribué ce truc sur les biens inconscients. Et rien que le fait de le relire 3 minutes, ça fait que la réunion, du coup, bon, il y avait un peu de culpabilité quand on envisageait de refuser une promotion à une femme, puis tant mieux, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et au total, ça changeait la conversation. Donc c'est vraiment un truc, il faut des lois, il faut des règles, il faut ces codes, mais il faut aussi régulièrement en être conscient, échanger entre nous, pas hésiter à s'interpeller, et se dire que finalement, ce qui compte, c'est la diversité, et que la diversité, il faut l'intégrer. Si vous appliquez à quelqu'un vos critères personnels, ben vous reproduisez littéralement, vous ne reproduisez pas la diversité. Il y a quand même un élément dont je réalise qu'on n'a pas vraiment fait mention, c'est que tout ça, on ne le fait pas simplement pour des raisons éthiques d'avoir des hommes et des femmes. On le fait aussi pour des raisons de performance financière. Et ça n'a plus besoin d'être démontré. Tous les McKinsey et compagnie de ce monde, tous les gros cabinets de comptables ont également fait des rapports là-dessus, démontré que la robustesse de prise de décision, l'enrichissement qui vient par cette diversité, et encore une fois, on peut même aller plus loin que juste hommes et femmes, mais personnes issues de l'immigration, LGBT, etc., qui ont tous des points de vue différents et qui représentent la société. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc ce sont des entreprises qui performent mieux sur le plan financier, qui ont plus d'innovation, plus d'idées, un meilleur branding, ben ça je sais pas en français, hein, excusez-moi, une image de marque, marque employeur, etc., un meilleur engagement des employés, et tout ça c'est essentiel. Donc il ne faut pas juste le faire parce que c'est éthique ou parce que c'est la mode. Il faut s'adresser à des hommes, PDG, présidents de conseil, et leur dire « Est-ce que vous voulez mieux performer? Est-ce que vous pensez que vous y arrivez avec 21 hommes blancs de 55 ans ?» Voilà. Je vais revenir sur le name and shame d'Emmanuel Macron. Je suis assez contente de voir qu'il y a un name and shame justement pour rendre public les entreprises qui paient moins les femmes, parce que c'est quand même l'esprit de balance ton porc. En fait, finalement, on est d'accord. Et il y a une étude de Women Equity qui a été lancée, parce que j'aime bien le concret, en fait. Et là, c'est très concret, donc qui dit justement, comme disait Caroline, que les entreprises qui sont dirigées par des femmes surperforment. C'est assez difficile de trouver des chiffres, mais Women Equity, a priori, mène l'enquête, et j'ai une sorte de baromètre qui donne tous les ans. Et par exemple, dans la région PACA, je prends juste une région, qui est la région PACA, on dit que la rentabilité d'une entreprise menée par une femme est de 7% contre 5,4%. Je ne le dis pas souvent, mais je suis donc journaliste, mais je dirige aussi ma société en fait, que j'ai rachetée il y a 18 ans, qui passait de main en main, donc dans une société de presse. Tous les 4 ans, cette société passait de main en main, ne trouvait pas sa rentabilité économique. Je pense que j'en suis à mon petit niveau, parce que c'est une petite société de presse. L'exemple, ça fait 18 ans que je dirige cette société, et mon journal, la lettre d'audiovisuel, existe depuis 1977. Je pense qu'on est capable peut-être d'une bonne gestion. Je pense qu'on est capable, au niveau des coûts, de mener des économies qui peuvent être peut-être drastiques. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, enfin moi je n'ai pas beaucoup de femmes frimeuses, il me semble. Si par exemple je descends au Festival de Cannes, je n'ai pas besoin de me mettre en avant tout le temps. Si je descends au Festival de Cannes, je ne vais pas aller prendre un hôtel au Majestic. On est peut-être capable de faire preuve de plus d'humilité, l'humilité importante aussi. Ça peut être une qualité et un défaut.
c'est un défaut parce qu'on justement on a peut-être du mal à se vendre, mais ça peut être dans certaines autres fonctions une qualité. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'être des hommes en puissance. Ça c'était peut-être dans l'image des féministes justement des années 70, et c'était leur image, et pourtant on avait des Simone Veil qui étaient très féminines et qui ont fait passer avec énormément de talent des lois sans en avoir l'air et en étant plutôt qui travaillait. On a en France une femme, moi, que j'aime beaucoup, dont je suis admirative et que je rêve de rencontrer, que j'ai rencontré un jour, qui s'appelle Danielle Mérian, qui est une avocate de 80 ans, qui a des discours pacifistes incroyables. Elle a été connue après Charlie Hebdo. Elle a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'elle demandait de ne pas assimiler les islamistes aux musulmans. Là, elle lutte contre l'excision. C'est une femme qu'on ne voit pas souvent, une fois par an, mais alors ce qu'elle fait, c'est grand. Donc je crois qu'on peut garder nos spécificités. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me met en avant, par exemple. J'aime bien rester dans mon coin. J'ai été mise en avant alors que c'est moi qui donne le micro et je ne le prends pas. Ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Et pourtant, je crois que j'ai fait changer les choses. Mais je resterai toujours avec une partie réservée. Donc non, on n'a pas besoin d'être les égaux, on n'a pas besoin d'avoir une violence, on n'a pas besoin de se comporter comme des mâles. On a des féministes, et moi, il n'y a rien contre, même si je n'ai pas envie d'avoir ce mot-là, et je préfère black féministe, c'est un mot qui me correspond, qui sont très féminines. Voilà. Je pense que ça, c'était vraiment le siècle dernier. Pardon, black féministe. Danielle Mérian, c'est une femme, M-E-2-R-I-A-N. Elle est peu connue, mais elle gagne à l'être. Je voudrais juste rebondir sur le fait qu'en fait, là, on parle d'entreprise, de PDG, de conseil d'administration, mais ça ne compose pas toute la société. Oui. Alors oui, on peut mettre des dispositifs dans les entreprises, dans la gouvernance, dans la politique, mais comment on fait pour convaincre des gens qui ne sont pas touchés par tout ça? Comment on fait pour convaincre, je ne sais pas, Francis qui dirige une succursale de Canadian Tire d'embaucher à la fois des femmes et des hommes? Parce que oui, une femme peut aussi porter des choses lourdes ou exercer un métier qui est plus communément exercé par des hommes. Comment on fait pour atteindre finalement les gens qui composent la majorité de la société? En fait, il n'y a pas de recette magique, hein. Ça prend du temps, ça prend de l'exemple quand même. Donc, en anglais, on dit le turn at the top, c'est-à-dire qu'il faut commencer quand même par des images publiques d'hommes et de femmes qui à la fois portent le message et le personnifient eux-mêmes avec un gouvernement paritaire, un parlement paritaire, des conseils d'administration paritaires. Je pense que progressivement, on montre l'exemple. Deux, je pense que c'est Sandra qui l'a dit tout à l'heure, à l'école, il faut changer effectivement la manière dont on traite ces sujets-là à l'école. Je pense que le fait qu'une école de garçons ultra traditionnelle à Toronto ait pu inviter quelqu'un comme Caroline, je trouve ça fantastique, mais il faut continuer à le faire. Puis UCC, c'est fantastique, mais c'est quand même Upper Canada College, donc c'est pas juste le gars de Canadian Tire dont tu parlais tout à l'heure. Il faut aussi réfléchir à la manière dont on fait du marketing, la publicité. Donc on a encore une image de la femme quand même assez traditionnelle dans les publicités, en tout cas en France, c'est sûr. Ici peut-être un tout petit peu moins. Et donc il faut que tout ça évolue, quoi. Donc ça va prendre du temps. Moi je suis persuadé qu'on est à un tournant. Est-ce que c'était il y a 3 ans? Est-ce que c'était il y a 3 mois? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tourner. Moi je vois mes enfants qui sont des jeunes adultes, sont très différents dans la manière dont ils interagissent entre eux, hommes et femmes, hommes et hommes, que la manière dont nous on interagit. Moi j'interagissais de mon temps, et comme vous peut-être vous le faisiez aussi, même si vous êtes bien plus jeune que moi. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire. Je pense qu'il faut l'accompagner, il faut l'accélérer. Moi j'ai été pendant des années très réservé sur les quotas. Je rejoins Caroline, je pense qu'il faut forcer les choses pour accélérer le mouvement. Mais moi, je pense que le mouvement est parti et qu'il ne va pas s'arrêter. Je vais encore à... Non, allez-y. Je viens après, on a juste une question là, et j'arrive après. Allez-y sur la question, je peux répondre. Vas-y. Très brièvement, ça croise un petit peu ce que Claire a dit. C'est qu'on a beaucoup parlé d'entreprise, mais il y a un point que vous avez fait tout à l'heure, c'est que les hommes, tout comme les femmes, ont énormément à gagner. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé en dehors du travail.
C'est quelque chose que j'ai déjà pu voir aborder, mais quasiment jamais par les autorités, enfin l'État en fait, on appelle les autorités, c'est un petit peu formel. Justement, c'est le point, c'est comment est-ce que vous pensez pouvoir le faire savoir? D'emblée, je pensais par exemple à ce qui a été fait par exemple en France par le ministre de l'Éducation récemment, pour pouvoir faire un peu mieux connaître Parcoursup, son fonctionnement, donc c'est la plateforme pour pouvoir accéder à l'université. C'est d'utiliser les youtubeurs pour faire sa promotion. Je pense que c'est un moyen particulièrement fort parce que justement c'est souvent des gens qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont des audiences qui ont entre 10 et 18 ans. C'est un phénomène très connu, ils ont un énorme pouvoir d'influence, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a toutes les nuances possibles, tous les domaines possibles, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous pensez pouvoir aller chercher ces avantages auxquels certaines parties de la population restent hermétiques? Parce que si on prêche des convaincus, comme on a dit tout à l'heure, au-delà de ça, comment aller chercher avec de nouveaux arguments, de nouvelles personnes? Et justement, avec quels médias aussi? Je trouve que vous proposez déjà une piste de solution hyper intéressante, personnellement, mais est-ce que... Oui, j'ai juste une chose à dire. Là, vraiment, j'ai été très touchée quand j'ai vu un clip d'une jeune rappeuse sur Balance ton port. Elle a fait une chanson qui s'appelait Balance ton port, où elle a remis... moi, je n'avais même pas réservé les droits. Je l'ai laissé faire. J'ai trouvé que le message était très fort. Et elle a fait vraiment bouger les gens de sa génération, en l'occurrence. Il y a eu un jeune aussi sur YouTube qui a mis une vidéo extraordinaire qui s'appelle « Je te viole » et où justement il reprenait toute la réflexion. Elle n'est pas connue du tout, il s'appelle Simon Puech. Je vous invite à aller le voir parce que c'est absolument poétique, extraordinaire et que ça a circulé. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du rap aussi et que je pense qu'on est entre nous, qu'on est dans un entre-soi, mais j'ai pas envie qu'on se retrouve comme dans une tribune de Catherine Deneuve avec des gens qui peuvent se défendre. Et il y a le fonds Time's Up par exemple qui a été créé justement pour défendre des agricultrices, pour défendre des caissières, et par rapport aux questions de gouvernance, il faut de l'argent. Voilà, donc il y a des gens qui savent aller chercher l'argent, et en général ce sont des gens qui dirigent des sociétés, qui ont du pouvoir, et ça passera aussi par ça, enfin voilà. Juste très rapidement, je pense utiliser tous les moyens modernes de technologie et de communication très bien, youtubeurs pourquoi pas, tout ça est fantastique. Je suis un grand fan de Jean-Michel Blanquer, et si j'ai bien lu l'article, tous les youtubeurs en question, c'était des gars. Ils le faisaient de manière assez humoriste, je pense, et je pense que leur discours, parce que j'en ai suivi un ou deux qui étaient absolument désopilants, s'adressait quand même pas mal à des gars. C'est-à-dire qu'il y a un risque, je le disais tout à l'heure, de reproduire sur les réseaux sociaux quand même les comportements. Je pense que ça va aller au-delà. Il faut utiliser les moyens nouveaux, il faut utiliser la technologie, mais il faut aussi réfléchir, et je n'ai pas la réponse, à la manière de diffuser tous ces comportements dans toutes les couches de la société, dans toutes les géographies de la société, que ce ne soit pas juste les urbains éduqués. Et franchement, celle-là n'est pas facile. Moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui. On a essayé de faire une partie du boulot d'une manière répressive. Il y a une loi qui vient d'être votée en France, qui est maintenant au Sénat, sur les violences sexuelles, pour réprimer des violences sexuelles, y compris des choses comme le harcèlement de rue, qui est très difficile à codifier, qui est très difficile à réprimer, mais qu'on souhaite quand même introduire dans les comportements quotidiens. Non, on ne peut pas interpeller une femme dans la rue et lui parler comme si c'était quelqu'un d'inférieur. Et ça, ce sera verbalisé en France par des amendes. Vous ne finirez pas en prison pour avoir, comme tu disais tout à l'heure, dit quelque chose à une femme dans la rue qui peut être inapproprié, mais il y a quand même une partie, je veux dire, qui peut être faite par la loi, mais il y a toute une partie plus soft qui n'est pas évidente. Je prends une autre question ici. Oui, on est à quelques jours du G7. Il y a le chanteur Bono de YouTube qui a vivement critiqué M. Trudeau par son manque d'agenda concret. Ma question pour vous, ce serait quoi les top 3 mesures concrètes que vous vouliez voir du gouvernement canadien, soit du gouvernement canadien ou du G7? C'est une bonne question, ça. Top 3, oh là là. Alors, j'en ai une, c'est les quotas, évidemment. Mais les quotas, pas seulement dans le monde corporatif égoïstement, mais aussi en politique, parce qu'il y en a en France des lois pour obliger les partis à présenter la parité, enfin, le même nombre
d'avoir le même nombre de candidates hommes que femmes. Il n'y a pas ça ici. Et on parlait tout à l'heure, je me souviens plus dans quel contexte, on disait, bon, on demande à une femme, elle dit non, à part la BDC. Il y avait eu un autre exemple. Moi, j'ai fait un événement il y a quelques semaines, au mois d'avril, en fait, où on a reçu les 4 partis majeurs. Vous savez qu'il y a des élections au Québec qui s'en viennent très prochainement. Donc, j'ai reçu sur un panel François Legault, le chef de la CAQ, Hélène David, la ministre de la Condition féminine du Parti libéral, Véronique Yvon, qui est la co-chef du Parti québécois, et la sœur de Françoise David, qui est Hélène David, qui a fondé Québec solidaire, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Et j'ai appris qu'il fallait demander aux femmes 7 fois avant qu'elles ne finissent par dire oui, alors qu'eux, on demande 1 ou 2 fois aux hommes. Donc, oui, il faut demander aux hommes. Oui, voilà, on n'a pas besoin de leur demander, effectivement. Les hommes viennent frapper à la porte, alors que les femmes, il faut leur demander en moyenne 7 fois. Donc, on se décourage de demander aux femmes. Alors, s'il y avait une loi qui exigeait ça, comme en France, eh ben, ils n'auraient pas d'autre choix que d'y passer leur journée et leur nuit et d'appeler et de faire les efforts nécessaires, parce que si on a plus de femmes qui légifèrent, si on a plus de femmes au gouvernement, et pas simplement dans le cabinet, parce que là maintenant, oui, effectivement, Justin Trudeau, il a un cabinet paritaire, il a autant de femmes ministres que d'hommes ministres, mais quand on descend après ça au niveau des députés, c'est une toute autre histoire. Donc, à ce moment-là, il y a une part d'hypocrisie aussi. Donc, ce serait la loi des quotas pour les conseils, loi des quotas en politique. Qu'est-ce que ce serait mon troisième? Oh là là. Ah là là. Le pire, c'est que j'ai tellement d'idées, mais là, qui me viennent naturellement. T'as pas une idée, toi, Roland? En fait, bon, alors, la parité en politique, c'est déjà check en France. Et là, on parle de Trudeau. Mais parce que, franchement, moi, ce que j'allais répondre, c'est qu'au niveau du G7, c'est pas évident. Parce qu'on parle de 7 pays très différents qui, en plus, ont parfois tendance à apparaître comme les donneurs de leçons de la planète. Et donc, il faut faire un peu attention à ce qui va sortir du G7. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir du G7 sur ce sujet-là. Et ça ne peut pas être des lois, ou en tout cas des recommandations de loi, parce que je pense que les enjeux de la parité sont universels, mais très locaux. Je pense que le problème de la parité, évidemment, en Afrique, en Asie, en France, en Italie, au Royaume-Uni, sont très différents. Donc je pense qu'on peut avoir quelques grands principes, mais ça va être difficile d'avoir dû sortir du G7 des choses très concrètes. En revanche, au niveau des pays, je pense qu'il y a 3 défis, en fait. Il y a un défi culturel, celui-là, il est difficile à régler par la loi. Il y a un défi d'avancer, et il y a un défi d'éviter de reculer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut sanctionner les comportements déviants. Ça commence à être fait, mais je pense qu'il faut les recenser, s'assurer par exemple que la prescription pour un crime de violence sexuelle soit plus long que pour un crime différent, parce que souvent les jeunes mettent du temps à exprimer. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans Valence-Port, c'est que ça a libéré la parole. C'est très difficile de libérer la parole d'une femme qui a été violentée. Donc c'est des choses très concrètes pour que la répression des comportements déviants soit d'une certaine manière plus forte, plus sanctionnée et d'une certaine manière plus sévère. Et puis il y a tout ce qu'on peut faire pour promouvoir. Et donc c'est vrai que des quotas dans les conseils d'administration, une obligation de parité en politique, il y en a sans doute d'autres qui pourraient nous venir à l'esprit, c'est important aussi. Donc je pense que c'est avoir à l'esprit, les lois ne font pas tout, mais il faut réprimer davantage les comportements déviants, inciter davantage les comportements positifs, et puis continuer à changer la culture. Et de ce point de vue-là, le G7 peut le faire d'un point de vue du message. En fait, je l'ai eu mon troisième. Oui, ça va être très rapide. C'est que je pense sincèrement, comme on l'a dit tout à l'heure, travailler en amont. C'est-à-dire mettre l'emphase sur la manière dont on éduque nos jeunes, ne plus ségréguer les filles et les garçons à l'école de la même manière, ne plus encourager les filles à jouer à la poupée. En fait, on crée des clans. Simplement parce qu'on dit que les filles doivent jouer à la poupée, que les garçons doivent jouer avec les camions, etc. L'ego, ils mettent dans les boîtes des notes à tous les parents en disant s'il vous plaît, si vous voyez votre fils construire une maison ou votre fille construire un camion, laissez-les. Alors je mettrai l'emphase là-dessus, sur aller vraiment en amont, l'éducation et aussi tout le côté, parce que je m'inquiète au niveau de l'évolution avec l'intelligence artificielle, etc., c'est les femmes qui ont le plus à perdre. Donc ce serait intéressant que très tôt, on forme des petites futures mathématiciennes, futures scientifiques, ça va être nécessaire. Moi j'en ai des propositions concrètes en fait, me sont venues là. Je pensais à l'exemple de l'Allemagne. Je me disais, l'Allemagne, ils ont fait une loi
En fait, ils ont fait une loi pour que les entreprises soient transparentes sur les salaires des femmes et des hommes. Alors ça, c'est une très bonne idée, à mon avis, qu'il y ait plus de transparence. Ça revient un peu name and shame, mais de façon encore plus positive. Donc peut-être que si effectivement on avait une transparence sur les salaires de tout le monde, ça pourrait changer un peu les comportements. On parlait tout à l'heure de ces entreprises, apparemment, c'est au Québec, c'est ça, qui se sont mis ensemble. Je pensais aussi, j'avais vu que Obama avait fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, une proposition, un groupe de travail de plusieurs entreprises qui s'appelait le Equal Pay Pledge, qui était une quarantaine d'entreprises qui pouvaient agir pour la parité salariale. Mais là non plus, dans mon pays d'adoption, je n'en entends plus parler malheureusement. Est-ce qu'on pourrait, en France, il y a la task force, je crois que ça s'appelle la task force que veut créer Marlène Schiappa avec différentes entreprises, LVMH, des entreprises malheureusement privées, pas toutes publiques, mais pourquoi pas les mettre les unes avec les autres. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir au G7 une sorte de pensée entre tous ces pays-là pour justement réunir les entreprises à un niveau mondial et qu'il y ait des propositions concrètes peut-être. Voilà, enfin, moi j'en dirais plutôt que 2, c'est déjà pas mal, mais déjà la transparence c'est quand même une idée. Et puis je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur effectivement cette histoire de sanctions et de rattrapage. Je crois qu'il y a des enveloppes de rattrapage dans certains pays aussi, et effectivement ça serait bien, parce qu'en fait vous l'aviez, votre troisième proposition, ça serait effectivement qu'il y ait des vraies enveloppes de rattrapage qui soient justement reversées pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas d'idée précise, mais je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose. Je vais prendre une dernière question ici. Oui, merci. J'aimerais revenir par rapport à ce qu'une de nos modératrices parlait tout à l'heure. Elle prenait l'exemple de la Scandinavie. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, alors je n'ai pas les chiffres exactement, mais la Scandinavie, qui est une des zones les plus égalitaires au monde, a moins d'étudiantes en STEM, donc en sciences, que des pays comme le Pakistan ou l'Inde ou ce genre de choses. Et apparemment, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a ce qu'on appellerait le paradoxe de l'équité, c'est qu'en fait, plus on laisse la liberté aux gens, plus les métiers sont genrés. Et effectivement, dans la fonction publique suédoise, c'est flagrant, apparemment, c'est 80% de femmes sur certains postes. Alors, vous parliez il faut qu'on apprenne aux jeunes filles à être scientifiques, médecins, intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver d'autres méthodes, peut-être, pour encourager les gens? Parce que, de ce que j'ai lu, apparemment, c'est pas la panacée. Alors, je ne suis pas sûr que tout ce que tu as dit là soit totalement vrai. Au sens où je t'entendais parler par exemple des études de médecine, en fait, dans le monde entier, il y a de plus en plus de femmes que d'hommes dans les études de médecine. C'est vrai des ingénieurs, de l'intelligence artificielle, et naturellement, effectivement, les femmes n'ont pas tendance à se diriger vers ces études-là. Mais donc, pour simplifier ma réponse, je ne pense pas que ce soit une histoire de science versus non-science, de maths versus non-maths. Je pense qu'il y a des... On encourage les femmes justement à faire des études technologiques, des études scientifiques. C'est un formidable outil d'empowerment, chose qu'on ne retrouve plus apparemment dans les sociétés scandinaves. Oui, donc je ne connais pas suffisamment les résultats de la féminisation des études dans les Scandinavies pour pouvoir répondre de manière très concrète à ta question, mais en tout cas, je vais le regarder parce que c'est un paradoxe intéressant. Mais en tout cas, pour ce qui est des études scientifiques en général, la réponse est est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui le font? Ça dépend. En médecine, alors que historiquement, les femmes étaient infirmières et les hommes étaient médecins, c'est plus le cas. Il y a de plus en plus de femmes dans le monde entier qui étudient la médecine. Donc c'est pas un enjeu de capacité. C'est sans doute un enjeu d'image. C'est sans doute un enjeu peut-être d'attrait initial, mais aussi, en grande partie, je pense, qu'on disait tout à l'heure, Star Wars. Il y a le fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la technologie, globalement, culturellement, par l'image que ça envoie, par la reproduction de comportements, et par le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont attirés par des jeux vidéo qui sont essentiellement des jeux de gars, fait que je pense qu'aujourd'hui, l'attraction des femmes pour ce type d'études et ce type de métier est assez limitée. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire c'est naturel. En tout cas, moi je sais qu'il y a
des professeurs, hein, alors c'est des professeurs mais à Stanford, qui font beaucoup de recherches là-dessus, pour bien comprendre, inné ou acquis, si ce n'est pas tout simplement un nouveau défi culturel lié au fait que l'image globale de la technologie reste une image quand même essentiellement masculine, quoi. Je veux dire, Assassin's Creed, veut pas, c'est un truc de gars, quoi. Et c'est ça le cool aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Donc on est peut-être en train de reproduire la distinction entre les camions et les poupées, là, sans le savoir. Et donc le fait que la liberté conduise à des métiers genrés, dans un monde très libéral, dans un monde très marketé, dans un monde de société de consommation, je ne suis pas sûr que ça prouve quoi que ce soit d'autre que ce que je disais tout à l'heure. L'intelligence artificielle, c'est très puissant, mais c'est aussi très dangereux. Et comment on régule ça? Là, je sais qu'il va y avoir des choses dans le G7 là-dessus, donc je vous engage, parce que je sais qu'ils sont encore en train d'y travailler, à suivre les conclusions du G7 là-dessus de manière assez précise. Le vrai défi de l'intelligence artificielle, c'est comment on la régule, comment on s'assure qu'il y a une certaine éthique autour de ça, comment, d'une certaine manière, on domestique le fauve, parce que c'est un truc qui a un potentiel fantastique, mais qu'il va falloir domestiquer. Moi, je vais juste faire un commentaire, effectivement, sur les femmes qui étudient la médecine. Écoutez, au Québec, on est à plus de 75% de femmes. Ma fille est avocate, c'est la même chose en droit. Il y avait 4 garçons au barreau dans sa cohorte. Alors en fait, j'ai comme l'impression qu'on va avoir un problème inverse très prochainement dans certains domaines. Je vous ai parlé de Joanne Lippmann tout à l'heure, dont j'avais fait l'entrevue à Toronto et qui est allée à Facebook, etc. Elle a également fait des travaux de recherche dans les hôpitaux et pour réaliser que les femmes infirmières traitaient très mal les femmes médecins. Elle s'occupait des hommes médecins et elle rejetait les femmes médecins. Et elles allaient appeler l'homme médecin docteur quelque chose, donc docteur Lippmann, et la femme médecin Joanne. Et elles n'allaient pas lui proposer la moitié des services qu'elle proposerait à l'homme médecin. Donc quand on parle de biais, ce ne sont pas que des biais que les hommes ont, mais les femmes elles-mêmes envers les autres femmes. Alors c'est juste une petite parenthèse. Et puis dernier point, parce que je ne sais pas si on a encore du temps, mais au sujet du G7, moi je suis invitée vendredi soir à Québec par Isabelle Hudon, qui est la nouvelle ambassadrice du Canada en France et qui co-préside le G7 avec Melinda Gates. Et donc vendredi soir, on est un petit groupe pour justement regarder les résultats du comité qui travaille sur les questions d'égalité. Alors la semaine prochaine ou ce week-end, enfin je tweeterai. Alors venez voir ce que j'aurais pu glaner pendant cette soirée de vendredi soir où j'annule la soirée de la F1 pour être là-bas. Avant de... les tweets, c'est toujours une bonne idée. Balance ton G7. Balance ton G7, ouais, c'est toujours une très bonne idée. Moi, j'ai toujours un problème avec, en étant, donc, comme je disais, issue d'une famille avec plusieurs religions, et surtout en étant multiculturelle moi-même. Justement, je suis d'origine asiatique et mon père est indien, et ça me fait toujours rire d'entendre des clichés dans ma famille. Il y avait certainement beaucoup de gens qui étaient très bons en maths, très bons en sciences. Ça m'a toujours donné beaucoup de problèmes, et parce que moi j'étais très mauvaise en sciences, très mauvaise en maths et très bonne en lettres. Donc j'habite dans un quartier à côté de Columbia où il y a beaucoup d'Asiatiques qui vont à Columbia. Il se trouve que je vais souvent à Columbia. Je pense pas qu'il faille... ça me fait toujours une drôle d'impression d'entendre qu'il y a un pays, que les pays scandinaves sont bons ou sont dépourvus de certains cerveaux, ou que d'autres pays sont meilleurs dans d'autres. Ça me fait toujours penser aux Blacks qui a des tournants plus petits et que du coup ils sautent plus vite, quoi, et plus haut. Je pense pas qu'il faille... on est dans un système de mondialisation et où on doit justement travailler les uns avec les autres et prendre le positif des uns avec les autres. Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je vois, au niveau de la Scandinavie, qu'on avait moins de... Rien à voir avec la couleur de peau. Non, je sais, mais je vous parle des différences culturelles et je vous dis juste, je renverse la situation en disant qu'il faut pas en faire... il faut en faire un atout, en fait. Voilà, c'est tout, et qu'on est complémentaires. Alors, on va prendre les 5 dernières minutes qui nous restent avant de clôturer puis d'aller se réfléchir. Comme j'ai appris ce soir qu'il fallait qu'on demande plusieurs fois aux dames pour pouvoir s'exprimer. Juste valider une dernière fois si on clôture par une question féminine. On a eu beaucoup de questions masculines, alors sinon c'est François qui va prendre la parole. Non. Merci. J'aimerais, pendant qu'il y a de l'escalade, je fais un CPA.
Je suis CPA et je suis diplômée des HEC de Montréal. Dans les années 80, on était une femme et 3 garçons. Et puis, pardon. C'est l'émotion. Exactement. C'est normal. C'est un bon moment. C'est un très bon moment. Et je veux féliciter toutes les jeunes femmes et les femmes de notre âge qui ont fait beaucoup de progrès. On a dû faire les grands choix. On a dû modifier nos comportements. Dans les films de CPA, on était minoritaire encore et il fallait faire le choix. Il fallait être une des boys. Alors, il fallait mettre des encadrements pour le comportement, pour éviter d'avoir des comportements inattendus, non voulus. Mais je suis fière que j'ai fait mes choix. J'ai pu devenir chef d'administration d'une entreprise en mode dans presque 50 ans. Et j'ai eu le privilège de mettre toute mon expérience pour encourager les filles et les garçons qui n'avaient même pas eu l'opportunité d'avoir l'éducation que j'ai eue. Et alors, je crois que ce n'est pas un nouveau mouvement, mais une transformation. Parce que quand j'étais au HEC, je disais « Damn, Gloria Steinem ». Et aujourd'hui, je la trouve incroyable. C'est une femme qui a brisé les barrières. Et maintenant, on a des mentors comme Mme Hudon, comme vous, Mme Corti. Et je suis très fière. Et alors, je crois que on est dans une phase exponentielle et non pas un nouveau mouvement. Vraiment, on est dans un temps où on va finalement gagner les profits de tous les efforts. Et il ne faut pas oublier toutes les femmes et tous les hommes qui ont fait les efforts quand ce n'était pas à la mode. Alors, je vous félicite et j'espère de pouvoir voir plus de progrès et des changements positifs. Et pour mettre un autre point sur l'intelligence artificielle, je crois que oui, il va y avoir des beaux changements, mais je crois qu'elle n'est pas aussi prévisible. Parce que, comme cerveau de femme, quand la fille propose que les technologies vont prévoir qu'est-ce que je vais penser, ils ne peuvent pas mettre toutes les connexions émotionnelles et intelligentes que je peux faire comme femme et de prévoir tous mes mouvements. Alors, je crois que même si les modèles sont là, ils peuvent effectuer un changement positif. Merci. Là, je vais vous répondre par rapport Elle m'a voulu ma conclusion. Voilà. J'ai plus une question. J'ai fait le voir en place. C'était tellement beau qu'il y en a envie de rebondir. Oui, mais moi, je veux vous dire quand même bravo d'avoir pris la parole parce que visiblement, ça a été exigeant pour vous et vous aviez quelque chose d'important à livrer. Alors, pardon. D'avoir fait l'effort. Attendez, je veux juste dire bravo d'avoir poussé. Oui, mais je veux juste dire quand même que ce que madame. Non, mais je vais l'exprimer là 2 minutes. Donc, ce que je voulais vous dire sur le combat des paroles. Juste de lui envoyer des fleurs. Juste 10 minutes. Quand vous parlez des combats qui existent depuis longtemps, j'ai interviewé Gloria Allred, qui est la femme qui a fait condamner Bill Cosby. Vous voyez? Et vous savez depuis combien de temps elle fait ça? 42 ans. Vous vous rendez compte? Donc, je voulais juste vous dire que effectivement, vous étiez dans le vrai. Et si par rapport à HEC, les histoires de 15-20%, je suis désolée, mais ça me tient à cœur, vous pouviez, je ne sais pas, faire quelque chose, essayer de... C'est vrai. Mais bon, voilà, c'était juste ça me tenait à cœur, parce que cette différence, je vous ai dit, elle m'a vraiment émue aussi. Merci en tout cas. Voilà, moi, j'ai rien à ajouter. Merci. Je veux dire merci d'avoir pris la parole. Bon, et ben alors, le mot de la conclusion, je vais avoir du mal à passer derrière vous maintenant. Merci à vous trois d'être venus ce soir, d'avoir pris le temps. On est fiers et contents de vous avoir eu avec nous. Donc, un énorme merci. Merci à nos 2 co-animatrices qui ont été super. Bravo. Et naturellement, merci à vous tous d'être venus. Alors,
c'est toujours super d'avoir un bon public comme ça quand on lance ce genre d'événement, parce que l'idée derrière ça, c'est d'arriver un peu à pouvoir un peu mobiliser les citoyens derrière des sujets de politique et des sujets d'actualité qui sont importants et qui nous tiennent à cœur, évidemment, En Marche ici. Donc merci d'être venu ce soir, que vous soyez militants, partisans ou sympathisants, c'est très apprécié, merci beaucoup. Et je vais passer le micro à Jérémy. Jérémy représente En Marche Canada, donc c'est très important pour nous d'avoir le support du territoire au complet pour coordonner un peu tous les comités locaux qui sont avec nous. Avant de lui passer le micro, donc juste pour vous dire que des événements comme ça, on essaie d'en faire assez régulièrement, qu'il va y en avoir au cours de l'été, qu'on va essayer d'aborder des sujets qui sont intéressants. On abordera l'éducation à la rentrée, je pense que ça sera propice. On va essayer de faire quelque chose peut-être un peu plus éducatif ou instructif sur l'Iran, sur ce qui peut se passer en Iran, les sujets qui sont là-bas, parce qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps et que pas tout le monde est toujours très éduqué sur les dessous de ce qui se passe en politique dans ce pays-là. Et puis certainement un sujet sur le CETA aussi, un peu plus économique, qui touche directement ce qui se passe entre le Canada et l'Europe. Donc on souhaite vous y voir et vous compter présent parmi nous. Merci David, merci encore une fois pour ce débat de qualité, cette conférence débat de qualité. Merci aux intervenants, merci aux deux animatrices qui ont organisé ça avec brio et avec l'ensemble de l'équipe du comité En Marche Montréal. Comme tu m'as présenté, donc je suis référent pour le mouvement au Canada. La mission du mouvement, je tiens juste simplement à la rappeler, c'est faire de la politique autrement. Je crois qu'aujourd'hui on s'inscrit dans cette volonté-là. On est là aussi pour briser des biais inconscients et on associe souvent les partis politiques à des lignes idéologiques, à des lignes de partis. Mais nous, on veut faire passer ce message-là à travers les thématiques que tu as évoquées, sur les sujets qui vont être explorés à Montréal, au Canada, à Toronto, à Ottawa notamment, que l'engagement citoyen, c'est ce qui est le plus important. Que l'intérêt, la pédagogie, à essayer de comprendre, se questionner, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas avoir une ligne unique, on est tous faits différemment, on a tous des idées différentes. On est là, comme on l'a dit, sur la diversité des genres ou sur la diversité culturelle, sur la diversité des idées, on est là pour faire avancer. Et encore une fois, je tiens à vous dire, vous êtes toutes et tous les bienvenus à le diffuser aussi autour de vous, à participer à nos activités ou à d'autres et à faire passer l'eau. Pour cela, vous pouvez nous suivre, on lance un site internet demain, La République En Marche Canada, où toutes les activités et tout le travail qui est fait dans ce sens-là au niveau de la circonscription du territoire du Canada vont être agglomérés. Donc restez connectés avec nous et je vais vous laisser sans plus tarder à vous inviter à passer au cocktail. Merci beaucoup. Ouais, je voudrais juste faire une dernière intervention, désolé, le micro est éteint. C'est pas grave, je voudrais juste remercier Richard et Benjamin qui se sont investis avec Alexia et moi dans la préparation de cet événement. Et grâce à eux, on peut dire qu'on a une équipe paritaire sur la préparation. Ah ouais, c'est ça, c'est important. Également remercier Ombline Amoui qui ne peut pas être avec nous ce soir mais qui fait partie de l'équipe d'organisation de cet événement depuis le début. Et ça il y a plusieurs mois, malheureusement elle est en France pour l'été, donc elle a pu se joindre à nous. Et également Émilie Tissot qui est l'animatrice du comité de Montréal que David remplace en ce moment parce qu'elle est en congé maternité. C'est la première animatrice de La République En Marche à partir en congé maternité, ça s'appelle Jurisprudence. Et elle est malgré tout toujours sur l'équipe Canada, donc voilà, encore la remercier de tout son soutien et encore aujourd'hui elle nous a soutenus même si elle ne peut pas être là ce soir. Elle nous regarde sur le Facebook Live? Probablement. Ah, on va lui faire un petit coucou alors. Et merci à tous d'être venus et je vous laisse passer au cocktail de fin de débat. Merci.